suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce midi pour cette conférence débat donc, qui s'intitule Post-croissance ou autre croissance. L'idée étant de s'interroger sur comment intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux. Donc tout d'abord, deux mots donc, sur le réseau Econosphère. C'est un réseau d'associatifs, de syndicalistes et de chercheurs qui a pour objectif donc de mettre l'économie au cœur du débat démocratique, c'est-à-dire de faire vivre d'autres économies que la dite science économique qui est enseignée et pratiquée à l'université en général, celle-ci n'étant en fait que la justification permanente du cadre néolibéral qui nous gouverne aujourd'hui. Donc nous faisons vivre ces autres économies avec la publication de textes sur notre site, avec des rencontres telles que celles que nous faisons aujourd'hui. Et donc si vous souhaitez continuer à avoir des informations ou avoir les dates des prochaines conférences, il ne faut pas hésiter à vous inscrire sur la feuille qui va circuler. Voilà pour Econosphère. Donc aujourd'hui, ce midi sur la décroissance, il fait suite à un midi qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, Kevin était déjà là, et qui s'intitulait « Économie du changement climatique et changement de climat en économie ». Donc l'idée, c'est pourquoi s'intéresser à ces questions-ci, à ce qui est nommé ici post-croissance, parce que certains peuvent se demander, voilà, c'est quoi la décroissance, on connaît et encore, mais la post-croissance, c'est encore plus compliqué. Donc, juste donner une petite définition, Kevin en parlera plus amplement, mais pour déjà lancer l'idée, ça peut être défini, la post-croissance, comme en fait un horizon au-delà de la poursuite de la croissance économique comme projet de société. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on est vraiment dans cette idée donc, de sortir de la croissance économique étant définie comme étant, oui, on a commencé, comme étant donc l'augmentation du produit intérieur brut. Donc l'idée de cette post-croissance, c'est quoi? C'est d'améliorer l'art de vivre sans pour autant continuer à acquérir des richesses. C'est d'accepter d'atteindre un état stationnaire, donc sans pour autant renoncer au progrès humain. Enfin voilà, c'est l'idée très générale et Kevin en parlera de manière plus spécifique, évidemment. Les partisans de cette post-croissance, donc, dont fait partie Kevin, estiment que la croissance est épuisée en tant que projet social. Selon eux, les symptômes écologiques et sociaux actuels signent la fin d'une époque qui, justement, avait pour objectif la croissance. Ces symptômes, ils sont entre autres, évidemment, le changement climatique, mais aussi la réduction, les gains de productivité qui sont de plus en plus réduits, le chômage massif, etc. Enfin, donc ces phénomènes et la transition vers une société post-croissance, ils posent de nombreuses questions. Et donc, ils appellent à repenser l'essence même du modèle économique. Et c'est un petit peu ce dont nous allons parler aujourd'hui avec les intervenants présents. Et je suis donc heureuse d'accueillir un économiste, Kevin, et deux syndicalistes, Felipe et Daniel. Donc, Kevin Maréchal est spécialiste des questions portant sur la transition écologique et sociale au sein, à l'ULB. Hein, tu es toujours à l'ULB? Oui. Maintenant, je suis là. J'ai changé depuis un... Mais je vais en parler après. Ah, ok. Voilà. Et donc, chargé de cours à Jean Blou. Il vient de publier un ouvrage que vous avez peut-être vu à l'entrée, qui s'intitule « Vers une société post-croissance », co-dirigé avec Dominique Médard et Isabelle Cassirs. Donc, je suis aussi très heureuse d'accueillir Daniel Richard, qui est secrétaire pour la première fois... ici. Oui, à Econosphère, oui. Moi, je suis une tape. Secrétaire interprofessionnel de la FGTB à Verviers. Et Felipe Van Kersbilk, secrétaire général de la CNE, qui est souvent venu aussi à Econosphère, et qui interviendront, eux, avec une perspective évidemment syndicale. Donc, ce qui semble justement particulièrement intéressant ici, c'est de faire se rencontrer des univers de pensée qui ne se côtoient pas de manière évidente, qui ne se rencontrent pas souvent et qui ont pourtant beaucoup à partager. Voilà, donc je ne vais pas être trop longue. Deux détails techniques pour les intervenants.
Donc, je vous demanderai de ne pas dépasser 20 minutes, 25 minutes grand maximum, 20 minutes, disons, sans quoi je devrais donc vous arrêter avant la fin. Ça pourrait être même plus concis. Voilà. Et après les 3 interventions, vous aurez de toute façon l'occasion de compléter, évidemment, dans le débat avec la salle. Donc, voilà. Donc, voilà, commençons par le commencement avec Kevin. À toi. Donc, merci Anne, merci de m'avoir grillé tous mes premiers slides, c'est super, du coup je vais aller beaucoup plus vite, ça c'est génial. Tu as déjà dit beaucoup de choses dont je voulais parler, qui étaient un peu des faits de départ, donc comme tu les as quasiment tous énumérés, je pourrais aller assez vite là-dessus. Alors merci déjà de me réinviter, c'est que j'ai pas été si mauvais la première fois, tant mieux. 1 an après, je pensais pas que c'était déjà si vieux. À venir partager avec vous mes réflexions sur cette fameuse question de la croissance, épineuse question s'il en est. Alors, j'ai un avis dessus, mais l'idée c'est de rester assez ouvert et assez général pour qu'on puisse justement se positionner à travers le débat sur les points peut-être les plus litigieux, les plus délicats. Alors oui, effectivement, alors tu me présentes comme un économiste alors que tu nous as présenté comme des syndicalistes. Donc, je suis d'abord un chercheur en économie, donc je dis toujours que je suis économiste de déformation plutôt que de formation, parce que j'ai très vite été navigué dans d'autres sciences, dans d'autres disciplines, justement par frustration de ce qu'on m'avait enseigné en économie à l'ULB. J'ai toujours un gros pied à l'ULB dans le centre dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, mais depuis janvier, je suis chargé de cours en économie écologique à Jean-Blou, donc à l'ULG en fait, donc c'est la faculté d'agronomie de l'ULG, et je suis aussi chargé de cours invité à l'UCL. Donc je suis tripartite, j'ai un pied dans les 3 grandes institutions universitaires du pays, ce qui est assez délicat à gérer de temps en temps, mais qui est aussi une forme de liberté assez intéressante pour moi. Alors effectivement, je suis amené à vous parler aujourd'hui, j'étais invité à vous parler aujourd'hui, concomitamment à la sortie d'un livre que j'ai eu le plaisir de coéditer avec Isabelle Cassir, en grande partie Dominique Méda, nous avons rejoint dans la fin du processus. Un livre dont je vais vous parler aujourd'hui, brièvement, ce n'est pas mon but, je vous ferai un aperçu rapide, plutôt un pitch, comme on dit maintenant dans le monde actuel, du bouquin, sachant que je ne suis pas forcément à l'aise à présenter des chapitres qui n'ont pas été écrits par moi, même si je les ai tous lus et édités. Et de ce livre, je tirerai un des fils dont Anne a déjà parlé, savoir quel cadre de pensée. Donc j'ai vraiment essayé de vous présenter ce qu'on a fait nous, la logique avec laquelle on a travaillé, et moi je vais tirer un des fils que j'essaie d'amener après pour le débat vers les questions qui touchent peut-être plus le monde syndical. Donc c'est un peu la logique de ma présentation d'aujourd'hui. Alors ce bouquin, je resitue son origine, parce que si on m'avait dit, il y a ne fût-ce que 5-10 ans, que j'aurais participé de surcroît en tant que président de commission et de surcroît sur le thème de la post-croissance à ce fameux congrès des économistes belges de langue française, la grande messe des économistes orthodoxes, je n'y aurais jamais cru. Alors, ce n'est pas un signe annonciateur de quoi que ce soit de positif, le monde académique est ce qu'il est. Voilà, il y a eu une fenêtre d'opportunité, on l'a saisie, et à la clé, on a un livre, donc c'est assez surprenant, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a présidé une des 4 commissions sur la question de la croissance avec Isabelle, et on a convié des auteurs desquels on a tiré un livre. Voilà, un livre. Alors Isabelle aime beaucoup dire qu'il y a une forme de parité de genre dans les gens qui ont contribué au livre. On était 11 auteurs, il y avait 5 femmes et 6 hommes. Des petits assez risques pour noter aussi qu'on était évidemment beaucoup d'économistes, mais pas que. Donc on avait déjà envie de s'ouvrir vers d'autres disciplines. Et chacun des économistes conviés, dans son propre travail, est déjà très, très, très interdisciplinaire dans sa logique de travail. Alors, j'aime aussi reparler que lors de notre première réunion à Isabelle et moi, pour préparer ce congrès, autour de quelle économie dans une ère post-croissance, titre qu'on n'a pas décidé nous-mêmes, donc ça nous avait été un peu imposé. Bon, on était très contents qu'il nous soit imposé comme ça. Il a fallu un certain temps, avoir un temps certain, pour qu'on s'aperçoive tous les deux que là où j'entendais économie comme discipline, Isabelle entendait économie comme système social, enfin voilà, l'économie, le système dans lequel on fonctionne. Et donc, j'en reparle d'autant plus que moi, le fil que je vais tirer aujourd'hui, c'est celui de la discipline, mais le livre présuppose, et c'est un fondement de toute la trame qu'on a suivie, que les deux sont éminemment imbriqués. Je pense que, je ne convainc personne ici, que la bataille des discours, les concepts, la grille de lecture économique est ultra configurante, paralysante, handicapante. Alors, on ne parle plus de salaire, on parle de pouvoir d'achat, c'est ni neutre ni anodin, donc je pense qu'il faut travailler sur les deux de concert. On ne peut pas raisonnablement penser post-croissance sans parallèlement, concomitamment, avoir une réflexion poussée sur la grille de lecture, les concepts qui balisent, qui sous-tendent, qui prescrivent. La science économique est ultra performative, c'est-à-dire qu'elle crée les propres conditions de sa réussite.
La fameuse prophétie autoréalisatrice, la science économique repose beaucoup là-dessus. Donc c'est une bataille qu'il ne faut pas déserter, que du contraire. Et donc c'est la bataille qui est la mienne et c'est celle que je vais un peu dérouler aujourd'hui. Alors forcément, si on a convié des auteurs, c'est qu'on partageait un certain socle d'idées communes. Rapidement, et les prémices qu'on partage, Anne l'a déjà dit, c'est que interroger, c'était le titre du congrès, les réalités de la croissance, c'est d'abord penser à la post-croissance, enfin, c'est inévitablement penser à la post-croissance. Anne l'a dit aussi, on partait du principe que le projet reposant sur la poursuite de la croissance était complètement dépassé pour plein de raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir. On avait tous, en tant qu'économistes et autres, l'envie de mettre en lumière l'intérêt, la fertilisation croisée, de croiser justement des disciplines, des apports aussi larges que les sciences du vivant, l'anthropo, la socio. Qu'est-ce que ça donne pour l'économie? On avait aussi un juriste avec Olivier de Sutter, une philosophe sociologue avec Dominique Méda, donc on a essayé de brosser assez large. Et en filigrane à tout ça, bien évidemment, une pensée commune que notre indicateur ultime de bien-être est largement dépassé lui aussi. Il est très 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 récent, c'est un indicateur, on ne sait peut-être pas tous, d'abord militaro-comptable, et c'est avec cet indicateur militaro-comptable qu'on juge aujourd'hui le bien-être de nos sociétés. Donc voilà, pour plein de raisons, sur lesquelles je passe très vite au niveau écologique et au niveau social. Enfin, les inégalités, on en parle très longtemps au sein des pays, mais aussi entre les pays, avec ce fameux rapport sorti il n'y a pas longtemps qui montre que 1% de la population, en termes de revenus patrimoniaux, détient autant de richesses que 99% du reste de la population. Donc voilà, ça, ce sont des faits. Les faits sont rarement aussi objectifs qu'on le dit, mais ceux-là sont quand même assez incontestables. On est dans l'impasse, tant socialement parlant qu'écologiquement parlant. C'était notre point de départ. Je dis ça d'autant plus que c'est important qu'effectivement, dans tout ce débat sur la question de la croissance, on a très vite pris le parti, mais ça nous était un peu imposé, mais c'est aussi un peu quelque chose qu'on avait en tête, de se situer dans ce fameux horizon au-delà. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que Isabelle soit de l'UCL, cette idée d'au-delà, mais c'est vraiment résolument vers ça qu'on voulait tendre. On ne voulait plus être dans une posture de se justifier sur le fait qu'on doit rompre avec la croissance. On voulait mettre ça derrière nous, surtout pour le Congrès. On ne voulait pas avoir une posture de justification par rapport aux 3 autres commissions. Donc on voulait plutôt affirmer, on se situait dans un horizon où ce débat sur décroissance, rompre avec la croissance, était derrière nous. Donc effectivement, on ne parle pas de décroissance dans notre livre, même si moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de sympathie pour les auteurs de la décroissance comme Serge Latouche et encore plus peut-être Paul Ariès. Mais donc voilà, nous on parle de post-croissance, mais en guise de clin d'œil, je reprends l'expression que j'aime beaucoup de chez Latouche qui parle de décoloniser les imaginaires. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans cette logique-là parce que le mot crispe beaucoup plus que post-croissance. Mais les deux ont comme évident inconvénient d'avoir dans leur propre nom ce par rapport à quoi ils veulent rompre. Ça vous prouve la difficulté de la tâche. On veut rompre avec la croissance, mais les manières de labelliser les courants qui s'en échappent, qui s'en émancipent, continuent à garder le mot croissance dedans. Donc voilà, c'est pas simple, mais voilà, on est dans une logique postérieure, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois, on est bien d'accord. Alors le bouquin a été conçu, c'est vrai que c'est 7 chapitres distincts, mais on avait à cœur d'avoir un espèce de fil rouge, une trame narrative, un argumentaire qui se suive, qui se parle. On partait d'un chapitre coécrit avec Isabelle et moi pour terminer sur les cadres de gouvernance chers à Olivier de Sutter. Et entre les deux, on a toute une myriade de concepts qui sont brassés, mais chacun en écho les uns aux autres. Donc on a vraiment cette idée d'un fil rouge. Alors je vous ai parlé d'un pitch. Effectivement, on avait plus ou moins 4 questions importantes qui, si vous voulez, conduisent cette trame, ce fil. Qu'est-ce qu'on entend par post-croissance, forcément? Bien évidemment, vu que toute notre paix sociale, tout notre fonctionnement de société repose sur cette idée de croissance, sur le pacte de la croissance, si on rompt avec ça, il y a toute une série de défis à surmonter, bien évidemment. Quels sont les chemins? En reconnaissant et en insistant sur le fait qu'ils sont multiples, il n'y a pas de solution prescrite. C'est ça qui fait la beauté de ce qu'on cherche, ce qui fait aussi notre caractère un petit peu moins audible que les économistes classiques qui ont souvent une solution clé sur porte et qui savent comment convertir à leur chapelle les décideurs politiques. Mais donc nous, on reconnaît que c'est complexe, qu'il y a plusieurs chemins possibles. Et le fil que je vais dérouler, c'est quel cadre de pensée. Donc je vais essayer aujourd'hui de poser quelques petites balises, quelques petites clés pour penser ce cadre de pensée permettant justement de dialectiser, de comprendre, de baliser le champ de cette société post-croissance. Donc voilà pour le décor. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour le décor. 5 minutes, c'est ça? Je vais aller. Voilà, désolé.
Mais c'est important que vous sachiez d'où je parle. Comme ça, voilà. Mon propos est situé. Alors, j'ai pour habitude de terminer mes conférences par ce avec quoi je vais commencer pour baliser mon champ de pensée alternative, on va dire ça comme ça, qui sont que pour une transition vers une ère post-croissance, ben on oublie souvent que transition, ce n'est pas uniquement aller vers, mais c'est aussi s'émanciper de là où on est. Et donc, quand je termine mes conférences, je reprends souvent deux citations que je trouve assez emblématiques de la question de la transition. C'est de Keynes qui dit que la vérité ne réside pas tant dans les nouvelles idées que dans le fait de s'émanciper des anciennes, et celle d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas solutionner un problème en suivant le même schéma de pensée que celui qui l'a créé. Avec ces deux maximes-là, j'embarque dans cette aventure de la réflexion sur un modèle d'économie alternative. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'était important dans le cas de ce livre, c'est reconnaître que pas mal de gens sont déjà en post-croissance et que ces gens, quelque part, explorent une forme d'entre-deux à plein d'égards. C'est jamais trop uniquement citoyen, bottom-up versus top-down imposé par l'État. C'est souvent un juste milieu par rapport à toute la littérature sur Ostrom qui parle de gestion polycentrique. On est vraiment dans quelque chose comme ça. C'est ni centralisé ni décentralisé. C'est souvent des choses qui se passent un peu à l'entre-deux. Ostrom, c'est le seul prix Nobel d'économie attribué à une femme. Je vous enjoins à aller lire ce qu'elle a écrit. C'est souvent très intéressant. Bref, comme toute cette post-croissance déjà potentiellement en marche, même si ce mot maintenant est un petit peu dévoyé, potentiellement active, les gens se situent déjà dans un horizon post-croissance, bah forcément, s'ils se situent dans une forme d'entre-deux, moi, ça fait écho à mes propres recherches, où aussi la science économique que j'essaie de monter se situe, elle aussi, bien souvent, à l'entre-deux, entre plusieurs catégories dichotomiques qu'on a l'habitude d'opposer, et que souvent, si on surmonte l'opposition, on a quelque chose de très riche à la clé. Et donc, si on veut une science économique propre à dialectiser au mieux la post-croissance, il faut aussi une science qui capte cet entre-deux et qui soit elle-même caractérisée par une forme d'entre-deux dans sa matrice conceptuelle. Alors ça paraît un peu pas clair, mais je vais y revenir après et j'espère que ça sera plus pour vous. Mais c'est important de montrer cet écho entre ce qui se passe sur le terrain et la science, la grille de lecture économique qu'on veut avoir en miroir. Et donc, si on s'attaque à changer un petit peu la science économique, c'est quand même un beau défi, forcément on doit, et vous le savez certainement aussi bien que moi, aller à ce qui constitue son cœur névralgique, ce fameux paradigme de l'homo economicus, où on est tous dotés de facultés d'optimisation, information parfaite, tout ça. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut rompre. Et quand moi, je prends ces trois points, entre deux, nécessaire transition, rompre avec les schémas de pensée et s'attaquer à cette rationalité parfaite qui est le centre névralgique de la science économique, sans ça, rien ne tient. C'est une caricature, mais c'est une caricature qui est là partout, des modèles jusqu'à... Enfin, dans ce qu'on nous enseigne, c'est névralgique, c'est au cœur. Donc il faut qu'on rompe avec ça. Et si je prends ces trois points en compte, ben, j'arrive tout droit à Darwin. Alors souvent quand je dis ça, les gens me disent « Oh là, Darwin, la jungle, Darwin, le darwinisme génétique, la jungle du marché, la survie des plus aptes à maximiser leur profit. » Non, non. Moi, c'est Darwin originel, donc c'est Darwin avant la génétique. Hein, donc Darwin a fait tous ses travaux avant Mendel. C'est important de le répéter. Et je vous parle de ça parce que c'est quelqu'un d'important, et c'est quelqu'un d'important de manière à travers, via... Parce que celui qui constitue mon mentor intellectuel, c'est Veblen, qui a beaucoup lu Darwin. Donc je ne vais pas vous en parler, je pourrais vous en parler pendant des heures. Juste un titre d'article qui vous situe tout. Il a écrit en 1898, donc il y a déjà plus d'un siècle, « Pourquoi est-ce que la science économique n'est pas évolutionniste ?» Et alors si vous prenez ça, plus le titre, vous voyez qu'une des grandes choses sur lesquelles je vais insister aujourd'hui, c'est que la clé, une des clés en tout cas, de penser de manière alternative en économie, c'est rompre avec cette idée de la mécanique, de la métaphore physique qui a été vraiment importée en science économique, la seule science sociale qui s'est auto-labellisée science, et qui a vraiment voulu faire de ce qui est la grille de lecture de comment on se comporte, quelque chose d'aussi déterministe que la pomme qui tombe. Je caricature, mais à peine en fait. Et donc, si on s'émancipe de ça, on peut plutôt aller chercher, et c'est ce que j'ai fait moi, du côté des sciences du vivant, du côté de la biologie, du côté de Darwin, du côté de Veblen, qui était un sociologue économiste américano-norvégien, donc il avait déjà beaucoup de tard. Et ben voilà, donc on va aller chercher là de quoi constituer cette fameuse science économique, grille de lecture différente. Alors, ce qui est important si on fait ça, c'est qu'on met trois choses en exergue. La première, je vais y revenir. La deuxième est super importante, c'est qu'on s'émancipe d'une vision très réductionniste pour aller vers quelque chose de beaucoup plus holistique, systémique, écosystémique, j'ai envie même de dire. Et on a aussi quelque chose de tout à fait novateur au niveau de ce qu'est la rationalité en économie.
Alors, très rapidement, parce que ça aussi je pourrais en parler pendant longtemps, Darwin a dit qu'on était des êtres d'habitude, mais ce qui est intéressant ici, c'est que les habitudes des gens ne sont pas des anomalies, des irrationalités, mais au départ, le fondement même de notre rationalité. Alors, je ne vais pas en parler pendant longtemps, c'est un peu complexe, mais c'est super intéressant, ce renversement d'ontologie, de grille de lecture, qui fonde ce courant. Alors, je prends beaucoup de mots un peu compliqués, j'aime bien dire ontologie. Bref, un ensemble de paradigmes, quelque part. Donc, c'est vraiment ce qui est au cœur névralgique de cette autre science économique, c'est la question des habitudes, qui est le socle de ce qu'on fait, de ce qu'on est et de nos institutions. Ça change diamétralement, vous en avez bien l'intuition, avec la machine à optimiser, qui est au cœur de la science économique néoclassique. Alors, pour aller dans quelque chose de plus concret tout de suite, c'est entre deux, le premier endroit où il se pose au niveau de l'économie, c'est dans ce fameux débat micro-macro. Il faut savoir qu'en fait, pour l'économie, la macro, c'est rien d'autre que le micro multiplié par le nombre de gens. Et cette vision-là est assez configurante, je vais y revenir, mais dans le paradigme que le mien, on positionne un nouvel endroit, une nouvelle zone, qui est la zone méso. Alors je vous en parle pourquoi, je vais prendre l'exemple du cerveau, qui est peut-être l'exemple le plus facile pour comprendre pourquoi c'est important. Si le cerveau était étudié comme par les économistes, le produit de ce qu'on fait le produit de notre cerveau serait ce que fait une neurone multiplié par le nombre de neurones. Okay, la micro, l'homo economicus, la neurone, et donc le fonctionnement de la macroéconomie, ce serait uniquement la somme des nombres de neurones. On sait que ce n'est pas ça. Au niveau macro du cerveau, il y a des choses qui émergent, qui ne peuvent pas être expliquées par le seul fonctionnement des neurones. Mais en économie, c'est pareil. Enfin, c'est pareil dans la grille que moi j'essaie de construire. C'est-à-dire qu'il émerge au niveau macro des choses qui ne peuvent pas être uniquement expliquées par ce qui se passe au niveau des différentes entités qui la composent. Et c'est en positionnant ce fameux niveau intermédiaire méso qu'on fait apparaître toute une série de choses qui contrastent radicalement avec le mode de pensée en économie. 5 minutes, je ne vais pas y arriver, mais c'est pas grave. Je dis ça, puis après je vais très vite à un autre slide, et puis après on aura l'essence du truc. On voit apparaître des choses comme causalité circulaire, interdépendance dynamique, propriété d'émergence, et du coup, on remet le doigt sur des choses qui sont complètement absentes en économie. L'histoire compte. La science économique est une science de résultat, pas une science de trajectoire. Peu importe le chemin, on est toujours à l'optimum. Non, en fait, quand on parle de transition, généralement, se repositionner sur savoir comment on en est arrivé là, on en est arrivé, c'est souvent la clé des remèdes, c'est la clé des chances de s'émanciper de là où on est. Donc, transition, regardez comment on est arrivé, regardez pourquoi on est arrivé, et chercher peut-être des leviers pour changer. Alors du coup, effectivement, on me dit qu'il ne me reste que 5 minutes. Alors je vais aller là, directement. C'est dommage, j'avais des chouettes slides avec Einstein, mais je vais quand même les passer parce qu'ils ne sont pas... Je les ai déjà montrés il y a un an, donc j'aurais pu parler Viagra, je ne parlerai pas Viagra. J'aurais pu parler micro-ondes. Tant pis pour vous. Verrouillage, oui, effectivement. Avec l'exemple du clavier QWERTY, qui est un clavier qu'on a hérité du temps des machines à écrire et qui est toujours là aujourd'hui alors qu'il n'a plus aucune raison d'être. Donc ça vous prouve l'importance de cette question du verrouillage. Et donc du coup, ça met en exergue l'idée de déverrouillage. Donc comprendre comment on en est arrivé là, y compris au niveau de la science économique, c'est une partie de la clé pour s'en émanciper. C'est un peu ça que je voulais vraiment mettre en exergue. Et moi, je vais chercher où, je vous l'ai déjà dit, dans le vivant. Pour justement déverrouiller la science économique, je vais dans le vivant. Alors, un petit hommage à Gauthier Chapelle, qui est un des spécialistes belges du biomimétisme. Alors, pourquoi dans le vivant? J'en ai déjà esquissé pas mal de choses, mais déjà dans le vivant, il y a une différence notable entre croissance et développement. La croissance est une notion quantitative, souvent à des stades précoces. Après vient la notion de développement, qui est plutôt qualitative, à des stades postérieurs. Donc, le vivant reconnaît que la croissance, la poursuite de la croissance, au-delà d'un certain stade, n'a plus aucun sens. Alors, j'aime beaucoup aussi rappeler que tout autour de nous, on a des experts en durabilité, parce qu'on a des choses qui sont là depuis bien avant nous. Aussi, rappeler que dans le monde du vivant, il y a des choses qui se passent qui remettent en exergue l'intérêt de coopérer, de mutualiser. On parle souvent du vivant comme un mode de la jungle, effectivement, de la prédation. En fait, dans le vivant, le mode coopératif est beaucoup plus répandu. Et, c'est important de le rappeler, le mode de la concurrence, il n'est que ponctuel pour sortir de la concurrence, et il est très énergivore, donc il est inefficace. Donc quand on est en compétition, c'est avec la seule envie d'en sortir pour très vite aller dans la coopération. Et je prends souvent l'exemple des forêts, où avec cet arbre, enfin avec ces racines entre les arbres et les champignons, qui est déjà une symbiose en elle-même, il y a tout un réseau d'échanges qui se fait, et ce réseau d'échanges, c'est à la fois des allocations familiales et la sécurité sociale. Allocations familiales parce que les arbres les plus hauts
donc ceux qui perçoivent le plus d'énergie par ces mycorhizes, échangent de l'énergie pour ceux qui sont les plus bas, les enfants, les petits arbres. Et aussi, ce qu'on a vu il y a très peu de temps, donc, parce que la technologie nous permet, il y a des échanges entre d'arbres de différentes espèces, la sécurité sociale. Donc dans le milieu, il y a de la coopération, et ce n'est pas anodin, c'est hyper intéressant. J'avais un cahier des charges à vous soumettre, mais je l'oublie. Ça aussi, je l'oublie. Vers quoi je vais aller pour terminer? Oui, ça j'aime bien aussi, parce que c'est important. Quand on parle de développement durable, généralement, on a cette acception communément admise des 3 sphères, hein, la rencontre des 3 sphères économiques, sociales et environnementales. Le courant de l'économie écologique que j'enseigne et pour lequel je suis nommé à Jean Blou fait exactement l'inverse et reprend la portraitisation de Passet en 79, qui est antérieure au développement durable, et qui redit que l'économie est une sous-sphère encastrée dans le vivant. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, mais Anne l'a déjà dit, c'est parce qu'il y a des limites dures, des limites un peu infranchissables, et rien que redire ça, si on prend au sérieux l'idée de limite, si la taille du gâteau ne peut pas sans cesse croire, ça remet au centre du problème la question de la répartition. Donc l'écran de fumée, comme quoi plus de gâteaux permettra de gérer les inégalités, ne peut plus être réalistement tenable, même s'il ne tient pas dans les faits aujourd'hui, si on prend compte de réelles limites. Donc cette idée de limite, elle est consubstantielle à l'idée que on doit s'attaquer de front à ces 2 champs que sont la crise sociale et la crise écologique. Et donc je sais que c'est un message qui est bien passé au niveau syndical, notamment avec les travaux de Philippe Pochet. Il faut impérativement marteler ce message que les 2 vont de pair, qu'il n'y a pas de trade-off entre les 2, et que la crise écologique et sociale ont les mêmes causes, ont les mêmes sources, et donc doivent être pensées de front et de pair. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Et donc, cette idée-là remet ça en exergue de manière assez évidente. Alors, sur quoi je vais terminer? Il me reste 2 minutes, j'imagine. J'avais prévu de vous parler d'autonomie, de résilience, mais je n'ai pas le temps. Dommage, mais voilà. Si, vas-y. Non, mais c'est peut-être un petit... Ça va être long, donc du coup... Ah non, alors si c'est long, non. Non, mais juste 2 minutes peut-être pour aller sur la fin. Pardon, quand même, résilience, je ne peux pas passer à côté, parce que c'est quand même... Le fait d'aller chercher dans le vivant, la chose que moi je retiens et qui est la plus importante, c'est que justement, ça remet en exergue, ça remet en lumière cet impératif de résilience que les économistes ont complètement oublié en se braquant sur quoi? En se braquant sur l'efficience. Le culte de l'efficience, ça nous a fait oublier complètement l'idée de résilience. Alors, on doit ça notamment aux travaux de Bernard Létard, qui est belge et qui travaille sur les systèmes monétaires, qui a montré que la durabilité, justement, c'était une espèce de trade-off, de dilemme entre un peu plus d'efficience ou un peu plus de résilience. La clé, le curseur, c'est la diversité. Si on veut de la résilience, il faut avoir de la diversité. Si on veut être super efficace, super efficient, comme nous pousse à le faire la science économique, il faut qu'on soit monodiversité. Donc ça, c'est les champs de monoculture, c'est le fait de faire que du blé sur un grand champ. Ça, c'est de l'efficience. Mais si on fait ça, on n'est pas durable parce qu'on n'est pas résilient. Et l'intérêt, c'est que l'optimum se situe entre les deux et a priori, d'après leurs travaux, plus du côté de la résilience. Et lui, il a appliqué ça aux questions monétaires. Il montre que les systèmes monétaires ne sont pas du tout résilients, sont en crise depuis bien longtemps avant 2008. Et que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument plus de variété monétaire. Et en filigrane, j'insiste là-dessus quand je parle à mes étudiants, il faut, cette question comme plein d'autres, il faut se les réapproprier. Ça, c'est une école à Mons qui a décidé de créer sa propre monnaie pour favoriser l'entraide scolaire et l'alimentation plus saine de ses élèves. On peut faire tout et n'importe quoi avec une monnaie. On doit rompre avec cette idée qu'il y a une seule monnaie à laquelle on prête toutes les vertus, parce que, 1, c'est pas résilient, et parce que, 2, la monnaie qui était configurée comme elle était configurée sert les intérêts qui ont présidé à sa création. Donc si on a d'autres envies avec les monnaies, des envies sociales, des envies écologiques, on peut créer des monnaies qui ont ces fonctions-là. Rien n'empêche qu'une monnaie soit périssable, rien n'empêche d'imposer qu'une monnaie ne soit pas thésaurisable. On peut faire beaucoup de choses avec la monnaie. Il faut absolument qu'on se la réapproprie, comme pas mal d'autres questions, y compris celle de l'alimentation dont j'aurais bien voulu vous parler en parlant en circuit court, mais je ne pourrais pas vous en parler, et y compris celle de la science. J'avais aussi des slides. J'aime bien les images sur le circuit court, mais tant pis pour vous. Voilà. C'est aussi, je passe mon temps à dire qu'il faut absolument qu'il y ait une réappropriation citoyenne de la science. L'interdisciplinarité, c'est déjà bien, mais la transdisciplinarité, c'est mieux. J'en parle d'autant plus qu'il y a eu des chouettes appels il y a 2 ans à Bruxelles pour faire de la co-création. Et on a eu 3 projets dans cet appel parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on fait maintenant de la recherche avec des maraîchers, avec des gens qui montent un supermarché coopératif. Donc ce n'est pas uniquement qu'on va sur le terrain avec eux, ce n'est pas uniquement qu'ils co-définissent les questions de recherche avec nous, c'est qu'ils font la recherche avec nous. Donc il y a une imbrication des savoirs froids scientifiques avec les savoirs chauds de terrain, une vraie belle imbrication, parce que ces gens-là
On va sur le terrain avec eux, ils viennent chez nous pour réfléchir. On a des moments croisés et c'est très très riche. Et donc j'avais prévu une petite fin hollywoodienne avec des maximes sur la transition, sur le fait que c'est compliqué, que les utopies paraissent radicales. Et justement, en parlant de radical, donc dans le sens à la racine, ben c'est clair qu'il faut qu'on reprenne à la racine de manière radicale donc l'examen des finalités, pas uniquement économiques mais aussi sociales. Ça nécessite, vous l'avez compris, de repenser notre modèle et son essence. Mais la difficulté, si on repense l'essence, c'est quel carburant. Et donc voilà, j'avais toute une liste de questions pour alimenter le débat. Voilà, j'en ai quelques-unes qui sont mises ici. Créer de l'emploi ou insertion sociale, gain de productivité ou gain de qualité, revenu ou satisfaction de vie, profit ou qu'est-ce qui remplacerait ce carburant de la recherche du profit dans une société post-croissance. C'est toutes des questions que j'ai mis à la fin volontairement parce que, 1, c'est moins mathématique de base, 2, ça peut servir le débat, 3, c'est des questions qui ne sont pas tranchées. J'aime bien répéter que ce champ de la post-croissance, on est en train de le défricher. J'ai posé pas mal de balises, mais elles ne sont pas indubitables, elles ne sont pas imprescriptibles, on peut tous les changer. Mais il y a encore pas mal de questions, même à l'intérieur de ces balises, qui restent à poser, qui restent posées et qu'on doit se poser. Et le message, c'est aller chercher du côté du vivant, ça c'est pour mon intérêt à moi. Et mon message à vous, c'est réappropriez-vous ces questions, parce qu'elles ne doivent pas rester l'apanage de quelques-uns. Au contraire, et il y a absolument besoin d'une réappropriation par les citoyens de toutes ces questions, y compris des questions scientifiques. On a assez de matière scientifique pour savoir qu'on est dans l'impasse, on est dans le mur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question collective. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir tenu le temps. Donc, tu as abordé en particulier la nécessité d'adapter les cadres théoriques qui existent actuellement en économie avec un fil rouge qui pourrait être si l'économie comme discipline façonne l'économie comme système, hein, si j'ai bien compris. C'est bien de l'économie écologique qu'il faudrait partir selon toi. Enfin, économie. Alors là encore, je pense que ce serait intéressant peut-être par après que tu précises, parce qu'on n'est pas tous spécialistes ici, quelles sont les différences entre économie écologiste, écologie économiste, économie, il y a également donc, tout ce qui est économie évolutionniste, qui est très différent forcément, et peut-être aussi toute une analyse qui est très à la mode en ce moment en termes de commun, qui est aussi une grille de lecture importante aujourd'hui. Voilà, donc juste comme tu as forcément été très général, juste peut-être revenir sur les différents courants qui sont spécifiques voilà, tout à l'heure. Mais donc, partant de cette nécessité de redéfinir le cadre, je vais maintenant donner la parole à Daniel Richard, qui souhaitait mettre l'accent sur la permanence du rapport capital-travail, et donc face à toute réflexion, que ce soit d'ailleurs sur la croissance, la décroissance, la post-croissance. Voilà, donc, et ensuite je donnerai la parole à Felipe, qui a souvent l'art de la synthèse et qui fera... Voilà, merci à toi, Daniel. Ah oui, je suis là. Bien, merci de l'invitation. D'abord, préciser d'où je parle. Hein. Effectivement, je suis responsable d'une régionale de l'FGTB, mais je rassure tout le monde, c'est la plus petite de toute la Belgique, au-delà de la barrière de Betrave, avant les Grands Bois, à la frontière allemande. Donc, c'est une régionale de 200 000 habitants, un 5e de Bruxelles, sur un territoire qui est beaucoup plus grand, évidemment. J'aurai l'occasion d'y reparler tout à l'heure, mais ne prenez pas ce que je vais vous dire pour des positions de l'FGTB, ce n'est pas le cas. Je suis assez étonné quand on dit en fait, que les organisations syndicales ont intégré la question de la décroissance. Je pense que les organisations syndicales, en tout cas la mienne, et ça date de 2004, est restée calée sur un congrès sur le concept de durabilité, que moi je ne mettrai pas encore en relation avec la décroissance, c'est encore autre chose. Vous dire aussi en fait, que j'ai une parole relativement critique, y compris à l'égard de ma propre organisation, qui n'aborde pas de plein fouet ou de face, en fait, comme elle devrait le faire, en fait, cette question de la limite en fait, du développement économique tel qu'il se produit. Et moi, je m'inscris en fait, effectivement dans une analyse en fait, de rapport de force qui reste bien centrée sur capital-travail. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et je vais essayer en fait, de l'adapter à la question de la décroissance. Mais vous dire aussi que les organisations syndicales, par rapport à cette thématique, sont intrinsèquement en fait en grande difficulté de l'imaginer, puisqu'elles restent quand même, leur fonctionnement reste centré sur des actifs essentiellement dans l'industrie, plutôt des hommes. On voit toute la difficulté de faire de la place dans les structures en fait aux femmes, et
que nos propres organisations ont tendance à négliger une part de leur propre affilié qui est croissante, qui sont les inactifs, qu'ils soient sans emploi ou qu'ils soient pensionnés ou prépensionnés. Ils ont voix au chapitre à l'intérieur de l'organisation syndicale, mais pas de manière équivalente aux actifs. Je précise ça simplement pour essayer d'expliquer pourquoi en fait, le thème n'a pas encore émergé comme il le devrait en fait, au niveau de la thématique des organisations syndicales. Moi, je ne connais pas grand-chose en fait, à la décroissance. En plus, j'ai mal préparé en fait, mon intervention d'aujourd'hui, mais je voulais juste en fait, vous dire que, comme syndicaliste, moi, mon parcours individuel, c'est je suis une formation en communication sociale, j'ai un passé de journaliste une quinzaine d'années, j'ai aujourd'hui en fait 17 ans de travail à l'intérieur d'une organisation syndicale, l'FGTB Wallonne et l'FGTB de Verviers. Et vous dire en fait que le regard que je pose en fait sur l'économie et sur c'est à un moment donné une espèce de prétexte, c'est une espèce de pseudo-science comme on l'a déjà plus ou moins évoqué, qui sert en fait à légitimer avec des arguments qui sont acceptables un système en fait qui répartit la richesse d'une certaine manière. Et c'est cette manière que les syndicalistes continuent de compléter. Et le débat qu'on doit avoir sur la croissance ou la décroissance doit être effectivement déterminé pour moi par cette optique. Et donc l'économie, moi je la définirais à un moment donné beaucoup plus simplement comme le domaine en fait qui doit régir et penser l'allocation des ressources en fonction des besoins. Et là tout de suite en fait moi je vais poser la limite que moi je vois en fait à la décroissance. Il y a des secteurs de l'économie qui sont en croissance et qui peuvent continuer à être en croissance. J'en vois au moins deux. La question de la satisfaction des besoins sociaux, l'encadrement des personnes âgées, l'encadrement des enfants. Et puis, alors, peut-être j'aurais une réflexion à un moment donné aussi sur... quand on parle de décroissance, on parle effectivement d'un monde limité. Je vois en fait deux domaines où le monde est particulièrement limité, où il y a une urgence à un moment donné à changer de modèle. C'est tout ce qui touche en fait à l'économie du carbone et aussi tout ce qui touche à l'économie des terres fertiles. Et ça, c'est peut-être un peu moins évoqué et c'est peut-être un peu plus surprenant dans la bouche d'un syndicaliste d'évoquer ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors là, je vous disais à un moment donné que pour moi, la décroissance doit s'analyser. En fait, c'est aussi une perspective qu'on doit avoir en termes de répartition des moyens disponibles pour rencontrer en fait, les besoins en fait, de la société. La société belge n'en prend pas le chemin. La régionale que je dirige avec les métallos de Wallonie et de Bruxelles ont mis au point un instrument d'analyse des comptes des entreprises déposées à la BNB, entreprises non financières. 400 000, 450 000 entreprises qui déposent chaque année leurs comptes. On a mis cet instrument en chantier pour essayer d'analyser un certain nombre de critères en fait, qui nous permettent de pointer en fait, quels sont les rapports capital-travail. Et je dois vous dire qu'en fait, la situation ne s'améliore pas. Mais que cette réalité en fait, n'est vue pratiquement par personne, à commencer par les organisations syndicales, parce qu'en fait, cet outil, je l'avais proposé à la FGTB fédérale, qui m'a grosso modo envoyé péter. Donc on l'a développé avec qui voulait le développer, c'est-à-dire en fait les métallos. Et je vous prends en fait simplement quelques chiffres sur on parlait de croissance, on parlait à un moment donné de gain de productivité. Et chaque fois en fait on laisse de côté quelle est la répartition à un moment donné de ces gains de productivité, de cette croissance. Donc un des indicateurs qu'on a mis au point, qui existe, c'est les économistes qui ont fait ça, c'est le taux de distribution. Donc c'est la part des profits des entreprises que nos entreprises réalisent et qui part à la rémunération de leurs propriétaires. Sous forme de dividendes, c'est la rémunération du capital la plus visible dans les comptes des entreprises, nous semble-t-il. Je parle de ça simplement pour vous donner quelques chiffres sur depuis en fait la crise. Je vous donne en 2009 le taux de distribution, donc la part des profits qui part en fait à la rémunération du capital. Pour les 400 000 entreprises belges qui déposent leur compte à la BNB, 62% en 2009, 70,42% en 2010, 79,92% en 2011, 77,5% en 2012, 94,48% en 2013, 94,48%, 94,04% en 2014. 2015, on revient à la normale, enfin, ce qui semble être la moyenne, 73,22%, 2016, 58,21%. Quand on parle à un moment donné de l'affectation et de le creusement des inégalités, c'est des périodes que
dont je vous ai parlé, qui sont consécutives à la crise financière, sont des périodes, en fait, à un moment donné, de gel des salaires, de blocage des allocations des allocations sociales et de choses diverses. Et vous voyez, à un moment donné, comment, sur les bénéfices des entreprises, se sert, en fait, le capital. Je parle de ça parce qu'en fait, partout où je vais, je parle de ça, parce que partout ailleurs où je passe, je n'entends pas parler de ça. De cette permanence, à un moment donné, d'un rapport capital-travail dans l'allocation des ressources qui sont disponibles et qui sont générées en fait par l'économie. Je pense à un moment donné qu'en fait l'épuisement d'un certain nombre de ressources nous conduira à des phénomènes de tension, qu'elles soient sociales. J'entendais parler de paix sociale tout à l'heure. C'est un concept en fait qui est devenu de plus en plus étranger au fur et à mesure que je m'ancre dans la vie syndicale. Je pense qu'il n'y a pas de paix sociale. Je pense qu'à un moment donné, on est dans un conflit d'intérêts que j'ai essayé de témoigner à travers quelques chiffres. Pour en prendre d'autres, vous comprenez bien, à un moment donné, dans certains exercices, quand on capte 75 à 90% des bénéfices réalisés par les entreprises pour rémunérer le capital, ça ne sert à rien de gueuler à la tribune de la Chambre, on va avoir une politique job, puisque on sait qu'en fait les jobs vont être consécutifs aux investissements, mais quand vous avez bouffé 94% ou 75% des moyens, ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose pour investir dans la satisfaction d'autres besoins. Simplement pour vous indiquer, là, à travers en fait, des exemples extrêmement concrets et de terrain, que l'économie en fait, ne répond plus à la définition que j'essayais de faire mienne, c'est-à-dire en fait, l'allocation des ressources en fonction des besoins qu'exprime en fait, la société. Et je pense effectivement que la situation continue à se dégrader, que les organisations syndicales par rapport à ça ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et j'en viens en fait, à ma critique, ne pas être trop long, à ma critique individuelle en fait, par rapport au concept de décroissance. J'ai dit que tout ne décroît pas dans l'économie. J'ai parlé des besoins sociaux. L'accueil des personnes âgées, en fait, c'est quelque chose, en fait, c'est un besoin de l'économie qui va en croissance. L'encadrement des enfants, ça reste en fait un problème. Toute la question, à un moment donné, des moyens qui sont alloués à l'économie non marchande, entre guillemets. Déjà, en fait, distinguer ce qui est marchand et non marchand, du point de vue économique, c'est un peu étonnant. Et j'en viens à la réflexion, en fait, ce que j'essayais de porter sur les limites que nous pose, en fait, le problème des terres fertiles. J'ai pris conscience de cette réalité de manière assez récente, parce que je suis devenu jardinier du dimanche. Et donc, j'ai pas mal lu. Et puis, en fait, on est amené à regarder ce qui se passe autour de nous. Et donc, l'agriculture qui est devenue une industrie, de manière un peu caricaturale, pourrait être réduite ou définie. Hein. On est occupé à faire pousser des plantes malades sur des sols qui sont presque morts, quoi. On voit bien, à un moment donné, dans le concept, que ça a une limite, quoi. Et le rapport avec la décroissance, c'est qu'il y a des réponses qui commencent à émerger, et notamment dans ma régionale, en dehors du mouvement syndical, de plus en plus présentes, pour développer en fait des initiatives plutôt petites, qui se fondent en fait sur des approches de la satisfaction d'un des besoins premiers après l'habitat des populations, qui est la manière de se nourrir, qui sont basés à un moment donné non pas sur une dégradation des sols, mais sur une aggradation des sols, c'est-à-dire un développement de la qualité et de la fertilité en fait, des sols. C'est tout ce qui touche au biomimétisme, à la permaculture et des choses ainsi. Et une série en fait, d'initiatives sont occupées à être prises en dessous des radars de l'économie, en dessous des radars de la politique et en dessous des radars des institutions qui s'occupent en fait, du développement. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Je préside un peu par hasard, et même totalement par hasard, l'ASBL en fait, verviétoise des interlocuteurs sociaux. Et pour des raisons en fait, liées au tropisme liégeois sur l'arrondissement de Verviers, qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans sa bagnole à Malmedy et qu'on va faire des courses, autant plus s'arrêter à Verviers, autant aller directement sur Liège, quoi. Je veux dire, c'est 10 minutes en plus, quoi, par les autoroutes. Donc vous voyez en fait tout ce que ça peut avoir comme effet sur le développement en fait, d'un petit territoire qui est dans l'ombre d'une grande métropole, quoi. Et donc on essaye de développer le concept de circuit court parce que c'est à la mode et parce qu'à un moment donné, il y a une réflexion sur le développement économique local. Et donc l'ASBL, il y a 3 ans, organisé un colloque sur le secteur agroalimentaire, qui est pas le premier secteur marchand de l'arrondissement, c'est la construction, le secteur marchand, mais qui est un secteur marchand assez développé. Et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qui produit en circuit court ?
2 après-midi sur Internet nous font découvrir en fait 70 producteurs sur le plateau de Herve et dans le sud de l'arrondissement de Verviers qui passaient complètement en dessous des radars. Ça veut dire en fait que ce sont des producteurs qui sont déjà présents sur Internet. On continue en fait le travail et on se rend compte à un moment donné d'un nombre absolument incroyable de jeunes, essentiellement, qui sont occupés à se relancer en fait dans le maraîchage, dans toute une série d'initiatives. Et quand on les rencontre, alors là, la surprise est complètement, c'est qu'ils tiennent un discours parfaitement politique. Et ça, c'est nouveau et ça échappe, y compris au radar des organisations syndicales, malheureusement, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ces jeunes, en fait, nous disent, nous, à un moment donné, on n'a plus confiance, en fait, dans les capacités des institutions, dont les organisations syndicales, à transformer, en fait, le système que nous n'acceptons pas. Et pour nous, à un moment donné, devenir autoproducteur, devenir à un moment donné recentrer en fait la taille des entreprises qu'on veut développer, recréer le lien social à travers à un moment donné la vente en circuit court, les paniers, les paniers, vous voyez ce que c'est, hein, donc ce sont les GAC et compagnie sont une manière à un moment donné de répondre à la mondialisation. Alors ils vous disent, hein, de répondre à la mondialisation. Ah bon? Et de se réancrer en dehors d'un système en tentant d'y résister à l'échelle où on se trouve. Et ça, pour moi, à un moment donné, c'était un choc, y compris en fait de me retrouver, non pas comme syndicaliste, parce que comme syndicaliste, on ne m'aurait jamais invité, mais comme responsable des interlocuteurs sociaux verviétois, dans une des rares écoles, hautes écoles verviétoises, qui prépare en fait des responsables en ressources humaines, où des jeunes de 19 ans avaient créé une espèce de colloque, de bonne tenue d'ailleurs, hein, sur les circuits courts, où tout de suite le discours était celui-là. Celui, à un moment donné, de comment est-ce qu'on se réapproprie l'économie comme acteur, quoi. Alors c'est un discours, à un moment donné, qui n'a aucune chance de passer dans les organisations syndicales, à peu près aucune, parce que, je vous le dis, nous continuons à être organisés en fonction du système en fait, que nous combattons, et donc qui postule, à un moment donné, qu'on essaye d'organiser les travailleurs qui ont un contrat de travail, ben ceux-là n'en ont pas, parce que c'est des auto-entrepreneurs. Et ça aussi, à un moment donné, ça fait partie, me semble-t-il, de ce que l'orateur précédent évoquait, en disant qu'il va falloir faire péter les cadenas, un certain nombre de cadenas, parce qu'on ne va pas envoyer, j'imagine, ces gens qui ont besoin d'encadrement quand même par rapport à la législation sociale, à l'UCM, sans quoi leur rêve de transformation de la société risque d'être un peu hypothéqué. Donc voilà, moi, ce que j'avais à dire, en fait, en fonction du terrain, sur la vision que j'ai de la décroissance. Je pense qu'en fait, il y a des secteurs et des besoins qui vont aller en croissance. Et donc, si on définit l'économie comme l'allocation des ressources disponibles, évidemment, en fonction des besoins, il y a encore une économie qui pourra se développer et donc entrer en croissance. Toute la question va être de savoir si, dans le cadre du système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire en fait un système de capitalisme financiarisé et de la mondialisation, ce sera possible. La réponse est évidemment non. Je pense effectivement que les bases du système en fait, dans lequel nous vivons vont nous conduire dans le mur relativement rapidement. Les prévisions les plus optimistes en matière de carbone, c'est 2060. 2060, nos enfants vivent encore. Hein. Et donc, si on ne trouve pas des alternatives d'ici là pour utiliser, parce que le carbone, on en a quand même besoin pour un certain nombre de choses utiles. Donc, si on ne trouve pas à un moment donné des endroits pour réfléchir à la manière dont on va organiser en fait nos productions pour devenir moins dépendants du carbone, ça ne va pas aller. Je ne crois pas à un moment donné que c'est les institutions du système, et donc y compris par les économistes, hein, pour le dire simplement, parce que moi je répète, en fait, la vision que j'ai de l'économie, c'est que c'est une pseudo-science qui a été créée pour légitimer à un moment donné une répartition des richesses organisée par un système qu'on combat, qui va en fait amener ces réponses-là. Et donc mais par contre, simplement le message peut-être un peu d'espoir, c'est que je mesure qu'en fait sur le terrain là où je travaille, il y a déjà en fait des gens qui peut-être, sans en avoir une conscience aussi claire que ce que j'essaye d'exprimer ici, sont occupés à relever leurs manches et à prendre en fait toute une série d'initiatives qui vont, me semble-t-il, plutôt dans le bon sens et qui sont relativement réjouissantes. Mais ça passe complètement sous les radars. Je vous dis, 70 organisations qui avaient déjà, en fait, qui étaient déjà à un stade de développement où on était présent sur Internet. On en découvre aujourd'hui, y compris en fait dans mon entourage familial. C'était ça, en fait, à un moment donné, complètement un peu consternant, qui n'en sont pas là, mais en sont à faire du maraîchage et à vendre leurs produits et à en vivre. C'est ça qui est étonnant, hein, et à en vivre à un moment donné à
à l'échelle d'une ou deux personnes. Et ça se multiplie à un moment donné à un rythme assez étonnant. Ce n'est pas un phénomène rural. Je constate aussi que c'est un phénomène qui prend de plus en plus pied en fait, dans les villes. Et je crois qu'en fait, les organisations sociales vont devoir, alors syndicales, le monde associatif, tout le bazar, assez vite en fait, s'intéresser à ça. Parce que, pour vous donner en fait, une idée, l'agriculture, non seulement on bouffe de la merde, on produit de la merde avec des plantes malades sur un sol qui est presque mort, mais on le fait à un moment donné avec pratiquement pas d'emploi. Les gens qui travaillent en fait, dans toutes ces nouvelles méthodes d'agriculture sont occupés en fait, à montrer que la disparition des agriculteurs, à un moment donné, par rapport au modèle qu'on a construit, a aussi en fait, une échéance et n'est pas durable et va devoir en fait, être repensée en réinjectant en fait, de la main-d'œuvre dans la production alimentaire, parce que sinon ça ne va pas aller, quoi. Enfin voilà, moi c'est les quelques réflexions que je voulais vous faire. Je répète, hein, prenez pas ça comme la parole de la FGTB, c'est pas le cas. Donc il ne faut pas d'illusions. Mais je pense qu'en fait il faudra que ça se travaille. Hein, et donc, j'ai terminé. Ouais. Voilà. Merci Daniel. Donc je pense que c'est vrai que c'est important de revenir aux fondamentaux du socialisme, qui est, enfin le socialisme pas au sens de PS, hein, donc c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pas de faire grossir le gâteau dès lors qu'il est suffisant, mais bien d'organiser autrement le système pour que tous aient selon leurs besoins. Voilà, donc ça c'est des bases assez importantes. Maintenant, pour ce qui est des rapprochements entre justement, ce qui était important ici, c'était aussi de voir justement comment les pensées anticapitalistes et décroissantes peuvent se rejoindre finalement, mais pas toujours dans le vocabulaire et les lieux, parce que c'est pas les mêmes gens. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Felipe et puis on aura le temps de débattre après. Merci Anne, merci à vous de votre participation à ce midi. J'ai la chance et la malchance par rapport à Daniel, moi, de pouvoir m'exprimer ici avec les positions de la CNE. Donc la CNE, c'est le syndicat de la santé, du social, du commerce et des services en Wallonie et à Bruxelles. Et il y a une demi-douzaine d'années, 5 ans comme ça, lors d'un congrès, la CNE a pris position sur un tas de sujets, mais notamment sur la question de la croissance, et donc a proclamé son agnosticisme par rapport à la croissance, c'est-à-dire la CNE est un syndicat qui ne croit plus à la croissance, et qui l'écrit, hein, c'est pas un secret, qui ne croit pas nécessairement non plus que la solution soit la décroissance. D'ailleurs, les auteurs sur la décroissance disent eux-mêmes que c'est un mot qui sert à provoquer le débat. L'idée n'est pas de faire le même chemin en marche arrière, mais qu'en tout cas, les solutions aux problèmes que vivent les travailleuses et les travailleurs, chez nous ailleurs, ne viendront plus de la croissance. En tout cas, dans l'immense majorité des pays où, Anne, tu as employé une expression il y a 30 secondes, tu as dit quand le gâteau est suffisant, eh bien, nous pensons que dans nos pays, le problème n'est pas la taille du gâteau. On parlerait peut-être autrement à Haïti ou en Bolivie, mais voilà, notre champ de responsabilité, c'est la Wallonie-Bruxelles, un peu la Belgique, un tout petit peu l'Europe. Donc la CNE est un syndicat qui est à la fois anticapitaliste et agnostique de la croissance, ou qui a abjuré la croissance, si je peux employer ce terme-là. Néanmoins, les syndicats, le mien aussi, continuent, si je pars d'une caricature, à avoir deux objectifs centraux, c'est défendre l'emploi et défendre les salaires. Cette caricature n'est pas qu'une caricature, c'est ce qu'on fait quand même la plupart du temps, et je vais essayer de réfléchir avec vous à la question de dire pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça, et en partie on doit, hein, même si on sait que dans le fond c'est plus tout à fait ça qu'il faudrait faire, ou pas seulement ça, mais pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Ça c'est la question que je voudrais partager avec vous, après aussi avoir entendu à une vitesse très élevée Kevin présenter ses réflexions. On sait, d'après des calculs d'un certain nombre d'économistes, que le lien entre l'augmentation de la richesse disponible, richesse monétaire, hein, en dollars ou en euros, et le bien-être, ce lien, il est très clair dans les pays très pauvres. Donc quand vous passez d'une richesse disponible de $1000 par an et par personne
à 2000 $ par an et par personne, vous augmentez beaucoup le bien-être. Parce que moins d'enfants meurent avant 1 an, plus de filles sont scolarisées, il y a plus d'eau potable. Bon. Et puis ce lien, il continue à monter, mais un peu moins. Puis vers 15 000 $ par personne et par an, c'est un chiffre comme ça, on s'en fout, hein, ça peut être 16 000 si vous aimez mieux. En fait, ce lien se défait complètement. Et quand on regarde les graphiques, j'aurais pu l'afficher, mais vous faites fonctionner votre imagination, ça marche aussi bien que PowerPoint. Si vous voyez un graphique, vous mettez horizontalement l'augmentation de la richesse disponible par personne et par an, et puis verticalement les mesures du bien-être, qui ne sont pas des trucs psychologisants, hein, je vous dis, mortalité périnatale, scolarisation des filles, espérance de vie, des choses assez concrètes, ben on voit qu'au-delà de vers 15 000 $ par personne par an, en fait, on continue à accumuler de la richesse, mais on n'augmente pas le bien-être. Donc ça, c'est une indication pour dire, est-ce que ça veut dire quelque chose, cette phrase, quand le gâteau est suffisant? Ben, la bonne nouvelle, c'est que oui. C'est que oui. À un moment donné, l'augmentation des richesses monétaires disponibles ne contribue plus au bien-être, globalement. Peut-être ça contribue au bien-être de quelques rapaces cupides, mais bon. Ça, c'est au niveau de la richesse. Au niveau des emplois, bien sûr, on doit défendre les emplois, mais en même temps, on se rend compte que plus de gens aujourd'hui meurent du travail que du chômage, de stress, de burn-out, de maladies professionnelles, de dévalorisation de soi dans des trash jobs qui sont vraiment une insulte à leur dignité. Et donc évidemment, il faut encore des emplois. Je ne suis pas en train de dire que quand tout le monde sera au chômage, ça ira bien. Mais c'est difficile. Ça veut dire que les deux objectifs traditionnels, caricaturaux du syndicalisme, plus d'emplois, plus de salaire, aujourd'hui, ça répond de moins en moins bien, de moins en moins automatiquement, en tout cas, à l'idée de dire on veut vivre bien, quoi. Bon. Si on a des boulots de merde, en partie, pas moi, hein, et qu'on accumule la richesse, mais qu'en fait la richesse devient de plus en plus impuissante, totalement impuissante, à ne serait-ce que maintenir un niveau de bien-être, pourquoi est-ce qu'on continue à faire la même chose? J'ai deux propositions d'explication. Je pense qu'il y a un réflexe assez sain des syndicalistes, ceux de la CNE, des autres, je pense, face à des discours qui disent le conflit capital-travail c'est fini et qui sont tenus par des menteurs professionnels qui voudraient nous faire croire que ce conflit est fini parce qu'ils entendent le poursuivre outrancièrement, loin des caméras, enfin sans être visible. Quand Emmanuel Macron ou quand Charles Michel disent voilà, ça s'est dépassé, la gauche à droite s'est dépassé, il n'y a plus de conflit entre capital et travail, c'est pas parce qu'ils le croient, c'est éventuellement parce qu'ils veulent nous le faire croire, c'est surtout parce qu'ils pensent que poursuivre à l'extrême la violence du conflit capital-travail, en dehors des cadres qui permettaient de le représenter, est à leur avantage. Je répète, entre le milieu du XIXe siècle et la fin du XXe, 1975, 80, comme ça, se sont construites des institutions qui représentaient le conflit. Le conflit, il existait avant, hein, je veux dire, depuis qu'il y a eu des riches pour exploiter des plus pauvres qui avaient besoin de se faire exploiter pour ne pas mourir de faim, le conflit, il existait. Mais on a construit des institutions, des commissions paritaires, des syndicats, des tribunaux du travail, la sécurité sociale, qui permettaient de mettre en scène le conflit, parce que les travailleurs ont cru que rendre les choses visibles, le discuter, le montrer, permettait de chercher des solutions collectives. Ceux qui disent, et c'est la première raison, la première explication à dire pourquoi les syndicats continuent à s'accrocher à ce conflit qu'est le travail, ceux qui disent conflit qu'est le travail c'est fini, en général, c'est des gens qui voudraient que les institutions de représentation de ce conflit disparaissent. Comme ça, le conflit se continue sans règles, sans arbitre, sans capacité de négociation collective. Et donc ceux qui trouvent avantage dans la violence de ce conflit, à leur capacité d'extraire à leur profit la plus grande partie des ressources, hein, pour reprendre le langage de Daniel tout de suite, ben, ils y ont avantage. Et donc il y a une bonne raison, même si elle est un peu réactive, si vous voulez, mais il y a une bonne raison pour un syndicaliste de dire
aux jolis cœurs qui nous disent le conflit capital-travail s'est dépassé, la gauche à droite s'est dépassée, le syndicalisme de conflit qui fait des grèves, tout ça s'est dépassé, de leur dire on vous emmerde. C'est pas vrai. Vous êtes en train de répandre des mensonges pour pouvoir, de façon plus violente encore, poursuivre ce conflit en le rendant invisible. Mais il y a une deuxième raison qui est plus compliquée, donc plus intéressante, je pense, parce que savoir que Emmanuel Macron est un menteur, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. La deuxième raison, je pense, c'est que des syndicalistes qui cherchent un peu, qui se disent « ouais, bon, on peut augmenter de 1,1% les salaires. Super. Mais est-ce que ça va résoudre les problèmes que vivent les gens? Pas les statistiques, mais les vrais gens qu'on peut rencontrer, quoi. Qui bousillent leur vie dans un embouteillage, qui n'ont pas le temps pour vivre, qui sont crevés, qui n'aiment pas leur boulot éventuellement, qui doivent aller chez des traiteurs à 8h30 du soir parce qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner et que les enfants sont à la maison tout seuls, parce qu'ils ont dû faire des heures supplémentaires obligés par le ministre Peters. Bon, est-ce qu'on va résoudre les problèmes avec 1% d'augmentation des salaires? On sait bien que non. Mais les alternatives, les autres pas, et donc là, les idées de transition que tu évoquais sont évidemment très parlantes pour moi. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, on va faire quoi d'autre? Parce que si on ne le fait pas, aujourd'hui, hein, si chez Coca-Cola ou si chez ING, on ne peut pas obtenir le 1,1% d'augmentation de salaire, vous n'en faites pas que les actionnaires, eux, ils le prennent. Hein. Donc, ne pas faire ce qu'on a toujours fait, ça peut être stimulant de dire on va faire autre chose, mais il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait de l'autre chose sur laquelle on puisse un peu mettre la main, quoi, qui ait une certaine consistance. Si on dit juste oh, on ne va pas demander des augmentations de salaire parce que, dans le fond, ce n'est pas une solution suffisante, eh bien, les actionnaires de Coca-Cola diront ben, c'est très bien, c'est de l'argent en plus pour accélérer encore un peu l'accumulation du capital, ce qui est leur seul moteur. Et donc, je pense que si on veut arriver à ce que, dans le conflit capital-travail qui persiste, même si je vais arriver tout de suite à dire une phrase sur une transformation dans sa forme et dans ses lieux, mais si on veut arriver à faire autre chose que ce qu'on a toujours fait, y compris quand le gâteau est déjà trop grand mais indigeste et qui ne permet plus d'améliorer la situation de vie des gens, il faut trouver des manières d'utiliser le rapport de force, d'utiliser l'action collective, l'intelligence collective, quand il y en a, pour chercher d'autres résultats que ce qu'on a toujours voulu faire avant et qui n'est plus ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse à ça, si ce n'est une réflexion quand même, si on veut être concret, parce que sinon on dit des grandes phrases, hein, mais si on veut être concret, vivre à Bruxelles avec 1000, 1500 euros par mois par personne, est-ce que c'est possible? Vivre correctement, hein, pas survivre misérablement. C'est très difficile. Vous connaissez le prix des loyers, si vous êtes bruxellois, vous les imaginez sinon. Vous savez que ça coûte les loisirs, s'habiller, se déplacer, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait trouver des solutions, de dire on peut faire quelque chose d'autre que toujours plus de salaire, en sachant en même temps que celui qui devrait vivre avec 1500 euros par mois tout seul à Bruxelles, il aura vraiment difficile. Il y a des gens qui le font, plein de gens qui le font, mais c'est pas facile. Je pense qu'une partie de la réponse à ça, ou de la contradiction, hein, c'est la qualité et l'importance des fonctions collectives. C'est très différent de vivre avec 1500 euros par mois si l'école est vraiment gratuite, si les transports en commun marchent bien et sont, si pas gratuits, mais pas chers, si on peut mettre son enfant à la crèche plutôt à 100 euros par mois qu'à 500 euros par mois, etc., etc. Si l'eau ou la consommation raisonnable d'eau est à un prix très bon marché, etc. Et donc, je pense que plus on a des fonctions collectives de qualité, qui ont l'avantage, les fonctions collectives, de pouvoir faire l'objet d'une délibération démocratique. Par exemple, on peut décider, à Bruxelles, ça a été fait pas si mal d'ailleurs, qu'une certaine quantité d'eau potable, ça fait partie des besoins fondamentaux, et que donc ça peut être tarifé à un prix assez bas. Ça peut faire l'objet. Pour ce qui est de mon salaire net à moi, tout seul, mon salaire poche, comme on dit, c'est un peu compliqué de faire une délibération démocratique. Si moi, je n'aime que le Coca-Cola zéro, qui est-ce qui va m'interdire d'acheter ça? Bon.
Donc, je pense que une des pierres sur lesquelles on pourrait poser le pied pour ne pas rester bloqué sur la pierre ancienne de « on veut des salaires ». Bon, c'est dire oui, on veut des salaires plus justes, peut-être pas plus élevés pour tout le monde, plus justes, mais on veut aussi des fonctions collectives écologiques, pensées écologiquement, qui fassent que une vie sobre, en termes de quantité, de monnaie disponible, soit aussi une vie digne. Parce que, bon, la sobriété peut être un objectif, un idéal, mais vivre misérablement ne l'est pas pour moi et pas pour beaucoup de gens, je pense. Donc, cette qualité des fonctions collectives est peut-être une ressource, mais en même temps, je vous dis ça dans un pays où le gouvernement, et dans le droit fil des politiques de l'Union européenne, certainement depuis Maastricht, s'emploie à détruire la qualité et l'existence même des fonctions collectives. Donc il faut tenir compte de ça. On a un gouvernement qui désinvestit le transport en commun. On a retiré 3 milliards à la SNCB, donc merci Charles Michel. Mais on désinvestit dans le non-marchand, dans la santé, on désinvestit dans la justice, qui est aussi une fonction collective, etc. etc. Donc peut-être qu'en attendant le grand soir où nous aurons renversé le néolibéralisme et remis en Europe et en Belgique et en Wallonie et Bruxelles des gouvernements qui veulent vraiment investir massivement les fonctions collectives, peut-être que des moyens de transition possibles, c'est, je vais dire, la coopérative, l'échelon intermédiaire entre la solution de débrouille individuelle et le service public collectif idéal, que je continue à défendre, hein, mais je constate que si bien les transports en commun que la santé et le reste font l'objet d'attaques incessantes. Donc, il faut penser fonction collective, celle de l'État, mais aussi celle qu'on peut s'inventer au niveau d'une coopérative, d'un quartier. Donc là, je rejoins assez bien ce que Daniel disait sur la production alimentaire. Et donc, ça veut dire que, comme syndicat, on doit évidemment continuer à travailler avec les travailleurs qui ont besoin de leur emploi, qui ont besoin de leur salaire. Et tant que le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde de consommation effrénée et d'appauvrissement des fonctions collectives, ben les travailleurs, ils ont même besoin de plus de salaire, parce que, voilà, si on n'a pas son potager et qu'on n'a pas le temps de cuisiner et qu'il faut aller chez des litraiteurs acheter de la bouffe de merde sous cellophane, ben, il faut pouvoir la payer. Donc il faut quand même des salaires. Donc, il faut continuer à faire ça, mais peut-être qu'on doit aussi travailler avec des gens qui, et parfois c'est des statuts d'indépendance, c'est vrai, ou pas de statut du tout, sont en train de chercher des transitions parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans cette économie très très violente, ou parce qu'ils en ont marre, qu'ils ont voulu la quitter, quoi. Mais ça, c'est compliqué. Il faudrait, je pense, que la tradition de l'action collective et de la représentation du conflit, la représentation collective du conflit, puisse servir aussi à des gens qui sont en dehors du cadre de la grande usine. Et je termine avec ça en disant que on doit se rendre compte que si le conflit capital-travail, puisque c'était la question qui nous était posée à nous deux, les syndicalistes, hein, si le conflit capital-travail n'a pas disparu, au contraire, il est plus brutal que jamais, il a largement débordé du cadre de l'usine. Parce que dans les temps modernes, on voit assez bien les moutons de travail, les troupeaux de moutons de travailleurs là, qui s'engouffrent dans l'usine et qui sont exploités dans l'usine, puis ils ressortent le soir et ils retournent dans la vraie vie. Maintenant, le capital n'a pas besoin que nous allions à l'usine pour nous exploiter. Il nous exploite sur notre web banking, il nous exploite à travers Uber, il nous exploite quand on allume une télévision qui achète notre temps de cerveau disponible. Donc en fait, on croit qu'on a acheté la télévision, mais c'est la télévision qui nous a acheté. Et donc on est en train de produire, en regardant la télévision, le mode de richesse et de société qui nous détruit. Et donc la difficulté, c'est que l'exploitation, évidemment, elle reste dans les usines. Hein. La caissière de l'Aldi, elle est bien exploitée à l'Aldi pendant qu'elle est à l'Aldi. Hein. Mais dans la famille, dans la communauté, dans le quartier, dans la tête, le conflit capital-travail s'exerce de façon, ou la domination du capital, disons, s'exerce de façon très très importante. Et donc ça veut dire que, je terminerai là, je suppose que j'ai pris mon temps, on doit être conscient qu'il n'y a pas d'ambition syndicale, politique syndicale de justice sociale et d'émancipation
s'il n'y a pas aussi une forme d'ambition culturelle. Parce qu'il y a le grand moteur de la destruction de la planète, c'est l'accumulation des profits. Donc Albert Frère a effectivement un intérêt objectif à accumuler et que ces 5 milliards deviennent vite 6 milliards, mais peut-être le temps que je l'ai dit, peut-être qu'on doit aller à 7 milliards. Ça, c'est le gros moteur de l'accumulation du profit qui dit, bon, j'ai des milliards, j'en veux plus. Et là, nous, on peut dire, nous, on est des citoyens sympas, gentils, ne pas concernés par ça, on n'a pas des milliards, nous. Mais dans la tête de chacun, il y a quand même une forme de dépendance à ce mode de vie, parce que au fur et à mesure que le capitalisme détruisait la culture, hein, tout ce qu'on peut voir dans les masses médias n'a rien à voir avec la culture, hein, on se comprend bien. La culture, c'est ce qui permettait de vivre ensemble et de comprendre le monde et d'y agir. Ben, on se trouve de plus en plus démunis. Donc, oui, on est aussi drogué à ce mode d'existence capitaliste. Donc, il faut aussi pouvoir proposer un avenir culturellement désirable si on veut soutenir un projet de transition. Merci Felipe. Donc voilà, après ces 3 interventions, on voit qu'on peut peut-être un peu mieux appréhender à la fois peut-être aussi les différences de vocabulaire en tout cas et de vision entre une vision plus syndicale, une vision plus à la fois académique et post-croissante, on va dire, et peut-être s'interroger aussi sur les différences fondamentales entre ces visions en matière de mode de transformation de la société. Tu as évoqué beaucoup de pistes là tout de suite, Felipe et Daniel tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et c'était un peu l'objet aussi ici, de rassembler un post-croissant et des syndicalistes, qui a une vraie difficulté finalement à pouvoir repenser ensemble et avec un vocabulaire commun. Donc entre évolution et transition, c'est pas du tout des termes qu'emploieraient les syndicalistes. Rapport de force entre voilà, comment finalement ces positionnements nous incitent à poser autrement les questions, et peut-être que le point commun qu'on pourrait traiter, puisque tu en avais un petit peu parlé aussi Kevin, c'est comment se positionner par rapport à l'emploi et au travail. Tu l'évoquais Felipe, c'est-à-dire comment aussi redéfinir cette question-là. Il y a un clivage important. Est-ce qu'on peut continuer sur cette vision du plein emploi avec des emplois de qualité, etc. Tu expliquais que non, difficilement. Mais alors, est-ce que l'idée étant de s'émanciper du rapport salarial ou non? Voilà, là, à mon avis, il y a un clivage important à déterminer. Et voilà, je pense que c'est une des pistes aussi de vision commune qui pourrait rassembler les intervenants ici. Voilà, maintenant, je lance... il nous reste encore 40 minutes, donc à vous des questions dans la salle. En même temps, Franck. Oui, moi je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à votre question. Non, mais posez des questions. Mais c'était une en plus. Mais peut-être qu'à travers ça, j'aimerais. En tout cas, je pense que les présentations nous ont déjà montré qu'il n'y avait pas forcément un clivage et que ce que exprimaient les deux syndicalistes étaient, même si on ne mettait pas les mêmes mots, de post-croissance, etc., des nouvelles formes, on l'appellera un développement, je ne sais pas quoi, que ce soit des circuits courts, que ce soit le développement des services collectifs, etc., des actions collectives. Ça fait partie du modèle de post-croissance que l'on recherche. Donc je pense que ce n'est pas antinomique, au contraire, mais simplement chacun par un autre niveau. Et moi, je voulais revenir sur peut-être quelque chose qui peut à travers ça, sur la question du niveau méso dont a parlé Kevin, en disant, mais peut-être ça, c'est le niveau intéressant, puisqu'il crée des synergies, il est entre le micro et le macro, et voilà, on peut faire émerger des choses. Moi, je me demandais si on ne peut pas lier cette question de méso, au fond, à la notion de territoire, de façon plus concrète. Parce qu'aujourd'hui, le territoire, d'abord, c'est un endroit où un nouveau espace de gouvernance, où l'on peut gérer de beaucoup plus près les ressources de la planète, les gens, et mieux les répartir, et dans une perspective plus durable, justement, de création d'emplois, comme on l'a dit. Et au fond, c'est aussi une réponse aujourd'hui à la mondialisation. La mondialisation
montrer tous ces travers. Là, le territoire est certainement un lieu qu'il faut repenser. Et c'est aussi le meilleur lieu de la résilience. Parce que là, on peut la travailler au plus près des gens, au plus près des besoins, au plus près des ressources de la planète, et en recréant ce lien social. Donc, et quelque part, ça dit aussi aujourd'hui que face à la mondialisation, les États-nations sont plus pertinents. Ils sont trop petits pour gérer les grands conflits et les grandes crises systémiques, et ils n'apportent pas des réponses suffisantes localement. Or, c'est localement que les gens sont touchés, l'impact climatique, etc. C'est dans leur vie quotidienne. Donc voilà, ça c'était ma première réflexion. Et en fait, j'appartiens à une organisation panafricaine des gouvernements locaux et où on retravaille beaucoup cette notion de territoire, résilience, niveau local et démocratie locale, etc., pour refaire émerger un nouveau modèle de transition. Et c'est là aussi donc, où on peut intégrer le territoire, la transition écologique, économique et sociale, tout à fait naturellement, en associant tous les acteurs. L'autre chose, alors, puisque je parle de ça, c'est les pays du Sud. J'ai toujours l'impression qu'on travaille sur toutes ces réflexions de recherche sur le Nord, mais évidemment, pour moi, ça s'applique tout à fait aux pays du Sud, mais les pays du Sud sont encore plus victimes aujourd'hui de la prédation du secteur privé, des grands investisseurs, etc. L'Europe est en crise, et qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle n'a pas les réponses qu'on va chercher, elle est en train de piller plus que jamais les ressources de l'Afrique pour le moment, c'est l'extractivisme, etc. Et la coopération au développement aujourd'hui se réduit à faire venir les investisseurs européens et leur donner des conditions favorables à l'investissement, on appelle ça, pour qu'ils puissent piller en toute impunité les ressources africaines. Donc un jour, moi j'aimerais bien que toutes les recherches que font Mme Cassirs, Kivès, réfléchissent un peu, alors là plus globalement, à quelles réponses apporter pour les pays du Sud. C'est les mêmes réponses à mon avis, mais aujourd'hui, beaucoup de responsables des pays du Sud, pas l'organisation dans laquelle je travaille, mais sont tellement inondés de cette pensée économiste croissance qu'ils n'arrivent pas à sortir de cette boîte. Et quelque part, je remercierai des chercheurs et autres d'apporter des éléments de réflexion qu'on puisse diffuser aussi pour que les pays du Sud aussi sortent de cette boîte de réflexion. J'ai peut-être deux questions à poser à Felipe. Excusez-moi, juste, vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, Alain Adrian, membre des objecteurs de croissance. Et deux questions à Felipe, j'explique pourquoi je les pose. La théorie économique que Kevin vient de présenter est de plus en plus approfondie, de plus en plus cohérente. Elle a répondu aux critiques qu'on pouvait lui faire, mais elle est donc de plus en plus complexe et difficile à expliquer aussi. Néanmoins, on constate aussi que tous ceux qui réfléchissent un peu adoptent de plus en plus d'éléments de cette théorie économique. Les deux représentants syndicaux qui sont ici en sont la preuve. Ils ont saisi, capté l'essentiel de ce message. Depuis déjà quelques années, on se rendait compte, notamment dans les milieux syndicaux, que les bureaux d'études étaient sympathisants avec ces idées. Maintenant, c'est les directions qui commencent à être un tout petit peu sympathisantes. Mais la base... Oui, Philippe non. Mais la base, elle est encore totalement éloignée de ce mode de pensée. Donc, mes deux questions à Philippe, c'est comment faire percoler au sein du monde du travail ces pensées qui leur seraient favorables et donc qui ne réalisent pas encore. Je lis tes éditos dans l'employé tous les mois, mais bon... C'est toi. Concrètement, non. Donc, comment diffuser cette pensée qui est complexe, difficile? Il faut au moins 8 heures par jour pendant 10 ans pour arriver à la maîtrise de Kevin. Mais il y a peut-être moyen de comprendre quelque chose d'important. Et deuxième question, par la communication et la diffusion, Daniel en a parlé aussi, toute cette émergence de gens que moi, on appelle les échappés de l'emploi. Ces gens ne sont pas seulement des chômeurs ou des retraités, qui sont jeunes, qui ont envie de s'activer, mais qui n'ont plus envie de s'activer dans le travail contraint. Comment les syndicats peuvent-ils les défendre, les organiser, les protéger? Parce que c'est pas évident non plus d'être maraîcher dans son petit coin, et c'est pas nécessairement une vie facile. Et donc,
les syndicats réfléchissent-ils à protéger aussi ceux-là qui ne sont pas dans le travail habituel, dans les circuits? Eric Rydberg, je suis ancien journaliste comme Daniel. J'avais une question qui partait essentiellement vers Kevin Maréchal, parce qu'il y a une chose qui m'échappe un peu, c'est le fait que n'apparaît nulle part dans le raisonnement, qui était assez réduit en temps, il est vrai, les notions de pouvoir, qui a le pouvoir de décider, ni très peu, dont les deux représentants issus des syndicats ont rappelé, ni la notion de profit. Parce que tout de même, si la croissance telle que la plupart ne l'aiment pas trop, je dirais aujourd'hui, elle est quand même due à un appareil productif, et cet appareil productif est possédé par des personnes identifiées ou investisseurs qu'on peut également identifier. Alors ma question est assez simple, c'est de savoir si dans l'esprit de la présentation de l'importance de l'autonomie et autres, l'idée serait que chacun individuellement va arriver à changer cet état de choses, ou s'il ne faudrait pas peut-être prévoir la nationalisation belge, européenne, voire mondiale, des appareils de production qu'on pourrait alors réorienter d'une manière culturellement désirable, comme disait Philippe. Peut-être que c'est un peu utopique comme projet, mais elle est d'autant plus utopique que plus personne n'en parle. J'aime bien la définition de l'économie qui est donnée comme système pour légitimer la répartition du gâteau, mais personne ne parle de la recette du gâteau, à part un peu Philippe qui a parlé d'indigeste. La question, c'est est-ce que le gâteau est déjà d'une taille assez grande et est-ce qu'il ne faut pas le répartir mieux? Et on se questionne très peu et pas assez à mon compte sur le besoin de réfléchir à la recette du gâteau et comment il est créé et par qui. Voilà. Alors, tu parlais aussi d'opposer décroissance à des secteurs qui doivent croître. C'est justement le problème du mot décroissance. On aurait peut-être plutôt parlé d'accroissance ou d'agnostic de croissance. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc on rompt avec l'idéologie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secteurs qui doivent croître, et surtout ceux du care ou des besoins sociaux, comme on les appelle, et des besoins écologiques. Donc voilà, c'est l'idée des gains de qualité plutôt que des gains de productivité. Donc tout ça, c'est des petites clarifications. Alors oui, les rapports de pouvoir sont assez absents du livre, à mon grand dam, j'en suis assez conscient. Et je vais répondre à la question des territoires en même temps que la vôtre, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Mais je pense qu'il y a des endroits où la notion de territoire, souvent on parle de territoire, terroir, les provinces, généralement c'est souvent ce qui est cité, c'est peut-être pas le lieu de toutes les choses, donc c'est peut-être pas là qu'on doit tout fixer, notamment peut-être les leviers monétaires, les leviers financiers, les leviers économiques les plus macro doivent peut-être trouver leur place ailleurs, sans que ça passe pour autant par une forme de reconnaissance de l'actuel. On peut aussi le contester, même si le niveau de pouvoir, le niveau où c'est fixé, est à une échelle au-delà des territoires. Et par contre, l'échelle des territoires est très intéressante parce que l'autonomie ne s'exerce pas tout seul, mais en collectif. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps sur la notion d'autonomie telle que pensée par Illich et compagnie, mais c'est une autonomie avec des interactions réciproques. Donc c'est des communautés de gens qui se donnent des propres lois, qui les gouvernent eux-mêmes. Et je suis assez frappé quand même par à la fois la finesse et la justesse des constats qui sont opérés par les gens du milieu syndical et la relative, selon moi, frilosité à en tirer les conséquences, aller jusqu'au bout du raisonnement. Alors, moi, la question que j'avais envie de poser aujourd'hui, c'est la place des syndicats, justement, dans cette transition post-croissance, parce que vous avez mis le doigt tous les deux sur les circuits courts, avec des choses tout à fait justes sur la qualité des sols. J'aurais même pas osé les dire moi-même, donc tant mieux. Mais du coup, voilà, ces gens-là sont là. Et la question qui se pose avec les circuits courts, c'est pour ça que j'avais mis dans mes slides, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui marchent, disparates, et maintenant, la question importante, c'est le changement d'échelle. C'est des très belles questions économiques, de structuration, de coopération, de mutualisation. Il y a des questions qui se posent. Ubérisation versus autonomisation. Donc la ruche qui dit oui ou les supermarchés dédiés aux circuits courts, c'est pas ça. Des collectifs citoyens comme autour de paysans artisans, des coopératives, parce que le mot a été lâché aussi, mais avec les coopératives dans un flou juridique, dans un flou de statut. Voilà, le rôle, tout ça est là. On sait ce qu'il faut faire, on voit aussi ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des questions de rapport de force avec les supermarchés qui viennent essayer de capter quelque chose qui est né en dehors de chez eux. Mais du coup, quelle place, quel type d'organisation, parce que le mot est aussi tout le temps lâché, comment on s'organise? Parce que le changement d'échelle appelle structuration, appelle organisation, et donc comment soutenir, faciliter, quel rôle de l'État pour faciliter cet emploi, et aussi quel rôle des syndicats ou d'organisations de type syndical pour structurer, autonomiser et statifier, j'ai envie de dire aussi,
tout ce qui se passe maintenant, parce qu'il n'y a pas que dans les circuits courts alimentaires, il y a d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes. Il n'y a pas que l'alimentation, même si j'aime bien l'alimentation à plein d'égards. Voilà, il y a plein de choses qui... Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées, mais c'est un peu... Voilà. Mais j'aime beaucoup cette idée de territoire et de résilience. Et ce qui est intéressant avec les circuits courts, c'est vrai que c'est une idée qu'on localise au Japon dans les années 60, mais en fait, beaucoup de pratiques agroécologiques et beaucoup de fonctionnements, relations urbains, périurbains, nous viennent de savoirs qui sont beaucoup expérimentés dans le Sud pour des raisons de survie souvent, mais pas que. Et donc on a beaucoup intérêt au niveau recherche à aller chercher ce qui se passe là-bas et pour une fois faire un peu des rapports nord-sud dans le sens inverse, au niveau recherche. Donc voilà. J'aime bien la réflexion sur le territoire, je ne vais pas en dire plus. Sur la question d'Alain, comment faire percoler vers le plus grand nombre possible des militants ces réflexions-là? Honnêtement, c'est difficile. Les éditos ne suffisent pas. Alors nous, on met beaucoup de moyens sur la formation des délégués, mais quand on fait la formation intensive, donc 20 jours par an, pendant 4 ans, c'est la grosse formation, on peut la faire pour quelques dizaines de délégués chaque année. Donc là, c'est pas non plus la grande masse. Et honnêtement, c'est un problème. J'ai pas de, je partage la préoccupation. Hein. Sinon, on risque d'avoir un syndicat où il y a un type de service d'études ou un secrétaire général qui dit voilà, je partage ces préoccupations, mais après, dans les entreprises, les équipes de délégués ne partagent pas ça. Je n'ai pas la solution. Je sais qu'on doit y travailler. Voilà. Comment protéger et organiser ces échappées de l'emploi? On doit inventer d'autres formes d'organisation syndicale. Je pense que le syndicat a montré l'efficacité d'un certain nombre de savoir-faire, de dispositifs, de représentation collective, de démocratie syndicale, etc. Il y a des choses qui marchent bien, mais on est relativement enfermé dans les dispositifs que nous avons construits. Parce que le contrat d'emploi, c'est une conquête syndicale, hein, ce n'est pas les patrons qui voulaient les contrats d'emploi. Les patrons, ils veulent du travail, pas de contrat. Donc, mais une fois qu'on a construit ça, qu'on siège en commission paritaire, qu'on siège au Conseil national du travail, qu'on est donc les gardiens de l'édifice qu'on a construit, ben, tous les gens qui soit s'enfuient de cet édifice ou sont jetés dehors, s'il y a les deux, hein, on est en difficulté de les représenter ou même aujourd'hui de les connaître. Aujourd'hui, si un jeune exclu du chômage qui s'est mis à faire du maraîchage pour survivre et pour avoir une vie digne, s'il vient à la CNE en disant « je veux m'affilier », je crains fort de devoir lui dire « cher ami, on ne peut pas t'affilier. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi ?» de conseil juridique par rapport à ton patron, mais tu n'as pas de patron, tu auras 30 € par jour pour faire la grève, mais tu ne feras pas la grève. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas reproduit ou réinventé des formes de type syndical qui peuvent s'adresser à ces publics-là. Et on doit le faire. Maintenant, le problème, c'est comme toujours dans les moments où les crises s'approfondissent, les organisations, disons, de résistance voient leur force de plus en plus absorbée dans la simple survie ou la simple défense. Quand on se ramasse Caterpillar et ING et AXA et les dizaines et la réforme du chômage et les attaques contre le syndicalisme général, etc. Juste essayer encore de défendre nos affiliés à moitié bien et de survivre, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, au moment où on aurait le plus besoin d'avoir du temps, de l'intelligence, de l'énergie pour inventer des choses, on est noyé, quoi. Bon, mais ça n'empêche que tu as raison, hein. Je ne réponds pas à des questions. Je ne peux pas répondre mieux. Oui, moi j'ai envie de dire plein de choses, donc je vais le faire peut-être en style télégraphique, mais aussi m'attarder en fait sur la question du territoire, parce que moi je suis très content de la question et je suis à un moment donné, enfin moi j'ai toujours été régionaliste, donc la question du territoire, en fait j'y pense pas mal. Mais bon, Eric, évidemment, moi pas de souci en fait pour collectiviser en fait les outils de production, mais ça ne règle pas le problème de savoir qu'est-ce qu'on en fait, parce que si à un moment donné c'est des pouvoirs publics qui font le même type de choses, en fait on n'est pas sorti de l'auberge. Sur le principe, ok, juste faire remarquer qu'on est plutôt
en train de faire l'inverse. On est plutôt en train de privatiser un certain nombre d'outils collectifs. Donc on est mal barre à ce niveau-là. Le rapport de force ne permet pas grand-chose. La question, en fait, de percoler dans les organisations syndicales, je suis désolé de vous envoyer la douche froide, hein, mais ne comptez pas sur les vieux schnocks qui dirigent les organisations syndicales aujourd'hui. Mais misez sur les jeunes, effectivement, parce que chez moi, en fait, c'est l'FGTB Jeunes qui lance, en fait, un projet Permacity sur Verviers avec Logivestre. Logivestre, c'est une société d'habitation sociale qui met des terrains à disposition de quelque chose qui va devenir une coopérative à l'initiative des jeunes. Donc, en fait, moi, j'ai cessé de miser, en fait, sur la commission PP qui dirige, en fait, l'FGTB. Je vais parler de la réunion présidente centrale. Pour changer, en fait, ce genre de choses, pour les raisons... Alors, j'ai l'air d'être irrespectueux, pour les raisons que Philippe a indiquées. Aujourd'hui, on est complètement, en fait, absorbé par notre propre survie à terme. Un deuxième gouvernement, Michel, il n'y a plus de syndicats en Belgique, en tout cas dans les formes qu'on connaît aujourd'hui. Là-dessus, on doit être clair. Pardon ? Ça sera peut-être l'occasion de renaître autrement. Je crains que non. Je crains qu'à un moment donné, si on nous coupe la tête, à un moment donné, alors c'est pas que nous. Hein. C'est aussi tout ce qui est autour des organisations syndicales et tous les mouvements de résistance d'une manière générale. Revenir 2 minutes à un moment donné sur la question du territoire pour indiquer en fait quelles sont à mon avis les limites en fait de ce débat. De nouveau, je crois fondamentalement. Ah oui, d'abord en fait par rapport à Eric, qui décide? De Swert, à l'époque où il était encore là, mon chef du service d'études à la CC, et moi j'étais à l'FGTB Wallonne, on avait publié pratiquement en même temps deux petits fascicules. Lui, il avait fait un bouquin, moi, un fascicule sur la réforme des pensions, c'était en 2004. Allez relire le master plan 2004 de la FEB. Toutes les mesures mises en œuvre aujourd'hui, toutes, y compris la remise au travail en fait, des malades, se trouvent dans le master plan de la FEB de 2004. Allez revoir, c'est étonnant. Il reste une mesure, je pense, en fait, qui concerne... qui concerne, en fait, peut-être toi. Comme syndicaliste, en fait, encore que dans le non-marchand, il ne doit pas y en avoir beaucoup, qui concerne, en fait, la question des deuxièmes piliers de pension qu'on va transformer en rente. Donc, y compris, à un moment donné, le système capitaliste se bouffe. Enfin, c'est la seule mesure, à un moment donné, qui n'a pas encore été mise à appliquer. Allez voir, vous comprendrez qui décide. Ce n'est pas le suffrage universel, c'est la FEB, en 2004, qui a fait le plan sur les pensions. Ça, c'est pour savoir qui décide. Je reviens, en fait, à la question du territoire. Le problème, en fait, qu'on vit dans la phase actuelle du capitalisme, c'est bien la question de la mondialisation et donc la question de la déterritorialité. C'est ce qui a permis, en fait, l'émergence du concept de compétitivité qui a remplacé, justement, au niveau des salaires, le gain de productivité comme indicateur, comme index, en fait, de l'augmentation des salaires. On a remplacé ça avec la compétitivité et donc ça ne peut aller que dans le sens d'une perte de pouvoir d'achat pour les producteurs. Mais attirez votre attention aussi, on a un énorme problème à gauche avec la question en fait, des territoires, qui est un problème culturel, qui est à mon avis en partie lié à la Révolution française, qui a voulu faire de l'universalisme, à travers en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc à un moment donné, la question du territoire est vécue systématiquement comme un repli, et comme à un moment donné le terreau en fait, du racisme, du nationalisme, etc., en oubliant à un moment donné, y compris les concepts d'internationalisme qui postulent à un moment donné qu'il y ait à un moment donné des territoires. Si on veut être internationaliste, il sait bien qu'en fait il y a... Et donc moi je crois effectivement qu'il faut repasser par une définition quasi géographique des limitations territoriales pour agir. Simplement aussi parce qu'il n'y a pas d'être vivant à un moment donné qui n'a pas de frontières. Toutes les cellules, à un moment donné, qu'elles soient végétales ou animales, ont une frontière. Et donc, à un moment donné, les organisations humaines doivent aussi pouvoir en fait, poser la question des frontières. Et à gauche, c'est très difficile. C'est très difficile pour des raisons culturelles, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais moi, je pense à un moment donné qu'il faut absolument revenir à une définition territoriale et fixer sur à des territoires un certain nombre d'objectifs par rapport à des besoins. Par exemple, la question alimentaire, par exemple, la question de l'habitat, par exemple, en fait. Et puis, à un moment donné, ensuite, avoir alors, avec des territoires, sans doute, avec des strates, quoi. Hein. Il est probable, en fait, que la question alimentaire, enfin, moi, je pense que la question alimentaire doit se régler, en fait, en grande partie sur un territoire relativement exigu, mais la question du développement et des services doit probablement s'envisager dans une autre géographie. Mais reposer, en fait, la question des territoires et de leur articulation, pour moi, ça me semble déterminant, parce que c'est aussi une réponse à la mondialisation, et qu'on doit définir, à un moment donné, des normes au départ d'un territoire, et ça, c'est le contraire de la mondialisation. Merci beaucoup. J'avais promis une deuxième salle de questions. Benjamin. Bonjour.
Bonjour, Benjamin Denis, je suis salarié à la Confédération européenne des syndicats, où je suis en charge des questions environnement, climat, énergie. Alors je pense que la question des rapports entre syndicalisme et environnement, elle mériterait à tout le moins une session entière dédiée à cette question. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que la décroissance ou la post-croissance soit la meilleure porte d'entrée dans ce débat, malgré l'exposé extrêmement intéressant et le caractère extrêmement stimulant des questions qui ont été énoncées. Pourquoi? Parce que je pense que le mouvement syndical reste quand même, c'est dans ses racines, un mouvement qui est ancré dans le réel, dans la réalité des entreprises, dans la réalité des territoires, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se nourrir d'un certain nombre de questions, mais le mouvement syndical, pour moi, il se nourrit justement de cette dialectique entre le fait de regarder l'horizon, d'avoir le nez dans les étoiles, mais de garder les pieds et les mains sur le sol et les mains dans le cambouis. Alors comment faire percoler il y a deux manières pour moi de regarder le mouvement syndical. On peut le regarder comme une pyramide, s'intéresser à ce que pensent les confédérations, aux documents de doctrine qui sont adoptés lors des congrès. Alors, je suis enregistré, donc je vais être prudent dans mes propos, mais parce que je suis salarié. Le paradigme dominant au niveau du syndicalisme européen, corrigez-moi si vous avez une autre perception, mais pour moi, on reste dans un paradigme qui est, on va dire, un productivisme domestiqué, un keynésianisme qu'on essaye un peu d'aménager ici et là pour le rendre humainement, socialement acceptable et environnementalement compatible. Il n'en demeure pas moins que si on analyse de manière un petit peu plus détaillée, il y a quand même des endroits où on peut observer des débuts de questionnement de cette notion de croissance et de ce productivisme. Alors, je n'ai pas une connaissance exhaustive de documents de congrès. Heureusement pour moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que d'assister à des congrès syndicaux. Mais je prends un exemple, la CFDT, ça peut peut-être étonner certains d'entre vous, qui est souvent regardée pour sa position, on caricature souvent aussi sur son travail. Et si vous regardez ces documents de congrès par rapport aux questions environnementales, par rapport à la notion de croissance, la CFDT a un langage qui est assez inhabituel dans le monde syndical. Elle va au-delà de ce productivisme et elle ne pose pas la croissance comme condition nécessaire de la justice sociale. Et ça, de la justice sociale. Ça, c'est quand même, je trouve, un élément intéressant. Il y a sans doute d'autres organisations où des questionnements similaires se développent. Comment faire percoler? Mais je pense qu'il y a des outils qui sont intéressants, des outils qui existent, qui ont parfois été affaiblis à cause des politiques d'austérité et des attaques contre la concertation sociale. Je pense qu'en Belgique, des outils comme le réseau RISE, le réseau BRISE étaient des outils extraordinaires de formation, de sensibilisation des militants, des travailleurs aux questions environnementales. Mais si on se limite à la question, pour moi, de comment ça percole, on reste dans une conception du mouvement syndical qui est beaucoup trop pyramidale. Moi, j'aime à penser que le mouvement syndical, il est et il doit sans doute être bien davantage horizontal, réticulé, il doit laisser la place à la capillarité. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Daniel. Pour moi, l'arrivée des nouvelles générations dans le monde syndical, et c'est quelque chose qu'on doit renforcer, que l'on doit travailler, va changer le paradigme, nécessairement. Si vous regardez tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion par rapport aux attentes des jeunes générations, ils placent les questions d'environnement, de durabilité, d'écologie au fait de leurs préoccupations. C'est une question simplement de lucidité. J'ajouterais aussi que la féminisation des cadres syndicaux et de l'affiliation contribue certainement à prendre un peu de distance par rapport à ce côté très phallocratique de la croissance. Et il y a des parallèles vraiment intéressants à faire entre le caractère masculino-dominant de nos sociétés et ce rapport, ce fétichisme de la croissance. Et je veux dire que moi, je suis comme salarié dans le mouvement syndical depuis quelques années, j'ai eu d'autres expériences professionnelles avant cela. Mais ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le monde syndical, qui m'a étonné et parfois ému, c'est de voir comment des militants syndicaux de base, au niveau de l'entreprise, que ce soit des dockers dans un port au Pays de Galles, que ce soit un délégué CPPT, je me souviens, 7K ici dans le site Swift à la U, contribuent grâce aux quelques ressources, aux quelques espaces de concertation sociale, à transformer leur lieu de travail, à transformer les pratiques de leurs collègues et du collectif de travail lié à l'entreprise. Malgré toutes les difficultés qui ont été dites, malgré la précarité au monde du travail, l'attaque sur les mécanismes de concertation sociale, ça existe aussi dans le mouvement syndical. Donc je ne voudrais pas qu'on donne une image un peu trop caricaturale du mouvement syndical. Le mouvement syndical, il est aussi travaillé par les questionnements, par les réflexions, par les pratiques très très concrètes qu'apportent ses membres.
Et moi j'espère vraiment que le mouvement syndical va continuer sur cette voie-là et va intégrer toutes ces questions. Par ailleurs, si Iconosphère veut organiser un midi ou une activité sur syndicalisme et environnement en Europe, moi, je serais très, très heureux de vous expliquer davantage les projets qu'on porte au niveau de la CES et les propositions politiques qu'on essaye de défendre au niveau européen. Merci. Alors, il nous reste exactement 9 minutes. J'ai une toute petite question. Voilà, alors j'avais vraiment deux mini-questions en une phrase si possible. Il y a 2 personnes et ensuite on termine. Voilà. Ouais. Ma question, je vais l'adresser à Philippe. Est-ce que transition de post-croissance égale transition à un post-capitalisme? Ma question rebondit un petit peu sur l'intervention qui vient de se faire. Je pense qu'on doit travailler de manière plus horizontale et je voulais signaler qu'il existe énormément d'expériences de gestion et de management d'alternatives dans le cadre de solidarité et alternative wallonne et bruxelloise. Et là, il y a même des exemples d'organisation du travail pour, que ne savent pas gérer les syndicats, si j'ose dire, traditionnels, qui ont toute leur importance et leur force, bien entendu, et qui est nécessaire, et que j'espère se poursuivront le plus longtemps possible. Mais à côté de cela, on peut établir un réseau d'interaction, de connaissances, de savoir et d'expérience par le biais de réseaux qui existent comme ceux-là et qui probablement existent aussi ailleurs en Europe. Voilà, on ne peut plus parce que sinon on va pas y arriver. Alors vraiment, une phrase. Mais moi, c'est une question à Kevin, parce qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la partie monétaire, en fait, qui avait été faite. Est-ce que c'est pas là qu'il y a justement quelque chose qui fait qu'il y a une opposition complète entre la notion d'autonomie, quand on voit le cadre dans lequel on est dans l'Union européenne, qui est un cadre où c'est tout sauf l'autonomie, puisque c'est quand même un ordre de libéralisme européen, et l'impérialisme des règles du pays, comment faire pour éduquer par rapport à ça, parce que je crois que ce qui est clé, c'est aussi bien les vieux que les jeunes, donc éduquer par rapport à ça. Comme je dois être parti vraiment à 14h, je vais me permettre, comme ça après, si... Pardonnez-moi, je vais juste répondre à ta question. Clairement oui. Donc, sortir la croissance est le chemin pour sortir du capitalisme, parce que le moteur, le grand moteur, il y a les petits moteurs dans la tête de chacun, mais le grand moteur de la croissance, en dépit du bon sens, la croissance inutile, dévastatrice, c'est l'accumulation du capital. Et donc, si l'on sort du capital, si on s'éloigne du capitalisme, si on s'émancipe du capitalisme tout puissant, on s'éloignera du besoin de croissance ou du soi-disant besoin de croissance. Maintenant, je ne crois pas que nous soyons en position très très loin de là de remplacer le capitalisme par un autre régime, aussi englobant, aussi puissant. Le rapport de force est de 1 à 1 milliard. On n'est pas aujourd'hui en mesure de prendre le palais d'hiver et de chasser les capitalistes de la planète. Par contre, je pense qu'on est en mesure de développer toujours plus de sphères de production, d'activité, d'interaction entre les gens qui échappent au capitalisme. Et donc je pense que des coopératives, des services publics, des activités hors monétaires permettent de s'émanciper petit à petit, ou pas trop petit à petit, mais progressivement du capitalisme. Mais clairement, oui, le problème, c'est pas seulement les dégâts de la croissance, hein. Le problème, c'est d'abord la violence du capital. Donc pour moi, quand je plaide à la CNE pour dire, avec la CNE, pour dire, oui, on doit trouver des chemins pour s'émanciper du dogme de la croissance ou de la religion de la croissance, c'est aussi parce que c'est le meilleur chemin pour s'émanciper de la violence du capital. Moi, je réponds à la dernière question et j'essaie de faire un parallèle avec la phallocratie de la croissance, même si j'ai beaucoup de mal à prêter des qualificatifs genrés aux femmes et aux hommes. Mais c'est intéressant parce que la question de la monnaie, pour moi, elle est tout à fait parallèle à la question des territoires et des strates, parce que je pense qu'on faut qu'on rompe avec cette idée d'une monnaie pour tout et pour toute chose. Et donc, effectivement, il peut y avoir des monnaies à des strates territoriales différentes, citoyennes. C'est encore mieux. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Celle de Bruxelles a fait flop, notamment en partie parce qu'elle était portée par des structures publiques, enfin régionales. Donc,
il y a de la réflexion, mais il y a une belle réflexion. Et le parallèle, c'est qu'il y a certains pays, j'ai oublié lesquels, qui ne sont pas organisés de manière patriarcale, mais matriarcale, qui ont déjà des doubles systèmes de monnaie. Des monnaies pour à l'extérieur et des monnaies pour l'intérieur, par exemple. Donc il y a effectivement des liens évidents entre le type d'organisation et le type de monnaie. Donc je pense que c'est une vraie belle question, ça, de la monnaie, parce qu'on peut lui faire beaucoup de choses. Et alors, parallèlement, la question du territoire et la difficulté avec la gauche, moi, je vous enjoins, je vous recommande, pardon, voilà, de relire toute cette gauche autonome, la deuxième gauche, je sais pas, il y a beaucoup de qualificatifs, Illich et autres, et notamment, il y a un débat qui a eu lieu à l'UCL entre Cohn-Bendit et Cornelius Cassioradis, et qui a été numérisé, qui fait une demi-heure, 1 heure, je pense, qui est trouvable et qui est richissime sur ces questions. Voilà, comment se poser les questions. Et je trouve qu'intellectuellement, ces penseurs sont très riches. Je n'ai pas pu beaucoup en parler aujourd'hui, malheureusement, mais la sphère autonome, c'est... Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent y être liées, notamment la question de la monnaie, la question de l'habitat, la question de l'alimentation, et que c'est une dialectique justement qui rompt avec l'État versus les gens. Enfin, donc voilà, c'est beaucoup d'entre-deux là-dedans aussi, et c'est quelque chose qui, moi, me paraît tout à fait fertile. Je ne dis pas que tout était voilà, il y a des choses qui sont certainement actualisées aujourd'hui, mais voilà, il y a une pensée très riche là, qui n'est pas si vieille, et qui est assez intéressante. C'est une autre histoire des 30 glorieuses, peut-être plutôt des 30 piteuses, voilà. À la même époque, il y avait d'autres gens qui pensaient différemment, et je trouve que c'était pas forcément simple à l'époque de penser comme ça. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui, pour des questions de crise, de survie et autres, mais donc voilà, relisons. Moi, c'est toujours quelque chose que je regrette beaucoup, c'est que j'ai fait 4 ans de sciences économiques sans lire aucun auteur dans le texte, sans avoir dû le faire, en fait. Beaucoup de gens ont écrit il y a déjà très longtemps des choses très pertinentes, y compris des économistes qu'on brocarde comme Smith, mais qui n'a pas écrit que La main invisible du capital. D'ailleurs très peu voilà. Et il a écrit, c'était des philosophes à l'époque. Donc relisons, repensons, prenons le temps pour ceux qui ont le luxe de l'avoir, de penser. Et je pense vraiment que ces penseurs-là, Illich, Gors, Castoriadis et autres, sont très intéressants. Et notamment Paul Ariès fait beaucoup de liens entre la décroissance et ces gens-là. C'est de là d'où il situe sa pensée. Donc c'est pour ça que je la trouve très pertinente et très intéressante. Voilà. Je n'ai pas répondu qu'aux questions, j'ai aussi fait un petit plaidoyer pour des lectures intéressantes. Ce n'est pas les miennes, donc je peux le faire. Le mot de la fin. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais juste sur la question en fait, de le capitalisme, est-ce qu'il va tomber ou pas? À l'évidence, il va tomber. Tous les comportements, à un moment donné, qui sont extrêmement transparents et visibles depuis la crise financière de 2008, montrent qu'on ne tire aucune conclusion des erreurs passées. Et donc, à un moment donné, les mêmes causes vont reproduire, à mon avis, assez vite les mêmes effets. Dernier indicateur, en fait, avec l'outil Affina, donc on a mis au point avec les métallos, pour vous dire à quel point, à un moment donné, on est au bout. Et que l'impression, c'est qu'on ramasse tous, enfin, les détenteurs de capitaux ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser. 10% des 400 000 entreprises belges qui déposent leurs comptes à la BNB, du secteur non financier, 10% des entreprises prennent des dividendes alors qu'elles sont en perte. Une entreprise sur 10 en Belgique qui perd de l'argent, verse quand même des dividendes, quoi. C'est vous dire, à un moment donné, si la question de l'avenir dans le système capitaliste dans lequel on vit est peu présente, quoi. Ils s'en foutent plein les fouilles. Et on a parfois, en fait, l'impression que l'objectif reste celui-là. On va vers le mur, mais prenons le maximum avant d'être sur le mur, quoi. Merci. Voilà, donc je pense, oui. Là, on va devoir partir très rapidement parce qu'il y a une autre séance qui suit. Simplement, je voulais vous signaler qu'il y a un prochain événement Iconosphère qui aura lieu le 20 octobre sur l'impôt des sociétés. Et donc là, on aura les deux têtes syndicales, Verteneuil et Marie-Hélène Ska, qui nous exposeront leur point de vue sur l'impôt des sociétés avec comme personne de ressources Chavagneux, donc c'est un économiste français très intéressant sur la question, et Marco Vanès pour la Belgique. Voilà, donc j'espère vous voir le 20 octobre. Ça sera une soirée, mais vous recevrez si vous avez pu vous inscrire sur la liste. Voilà, merci.